Et bonsoir à tous, merci d'être là pour cette 4e et dernière émission de l'équipe e-sport de l'année 2025, pour l'instant du moins. Voilà, on est ici pour cette émission spéciale Mercato League of Legends et l'impact du Mercato sur l'écosystème européen. Comme vous le voyez, on a annoncé 4 invités, ils ne sont que 3 aujourd'hui, malheureusement, puisque Laure est excusée, elle est malade, on lui souhaite un prompt rétablissement, donc on fera cette émission à 4 sans elle, mais bon, on espère que ce sera quand même intéressant malgré tout. Les invités autour de moi aujourd'hui, je vais commencer par quelqu'un qui a, il y a quelques années, présenté cette émission. C'est la première fois qu'il est invité. Clément Laparra, directeur sportif de la Carmine Corp, et donc ancien host de cette émission. Juste quand tu es malade. Bonsoir et merci de me recevoir en tant qu'invité, effectivement, cette fois-ci, et prompt rétablissement alors. À ta gauche, Nathan Laprade, tu as été invité, toi, en revanche, il y a quelques années. Agent de joueur, fondateur, cofondateur de Taylor. Avec mes 2 associés de toujours. Donc on a commencé il y a une dizaine d'années, on s'est lancé en tant qu'agent. Et il y a quelques années, on a monté le réseau Taylor, qui est plutôt un réseau destiné à ceux qui veulent devenir agents. Agent de, entre autres, Exaki, Karzi. Oh oui, Targamas, j'en oublie toujours moi quand on me demande une liste comme ça, il y a Yike aussi évidemment chez Monsieur, voilà, Jackies, voilà. Ouais. Je ne vais pas te demander de tous les citer. Ouais. Et à ma gauche, Brieux, Voulou plutôt, on te connaît sous ce pseudonyme, fondateur pour le coup de Chip eSport. Bienvenue. Toi aussi tu avais participé à une émission mais pas l'équipe eSport il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Mais merci, en effet, aussi liqueur, peut-être pertinent pour ce soir. Mais merci pour l'invitation. Bon, écoute, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir autour de la table. On parlait un peu avant l'émission, on se disait qu'on balayait quand même pas mal de profils centraux dans un mercato. Clément disait ouais, Woulou, je ne sais pas si ça compte. Non, mais en réalité, c'est quand même plutôt intéressant. Et bon, une des premières questions que j'ai envie de poser, alors. Évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas encore officielles dans le mercato qui vient de se terminer. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on ne pourra pas s'étendre, qu'on ne pourra pas aborder. Ça concerne notamment la Carmine, ça concerne un peu de ton côté aussi des joueurs qui sont sous contrat. Bon, toi, tu as tout sorti, donc Moi, je parle de ce que je veux. Ouais, c'est ça. C'est un peu notre liberté à tous les deux. Non, mais on s'est dit que cette émission pourrait être intéressante parce qu'il y a souvent beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses. Les gens pensent tout savoir sur le mercato et se retrouvent à poser énormément de questions, que ce soit sur comment on négocie un contrat, quelle est la residency, c'est quoi le poaching et comment ça marche, quelles règles il y a contre ça. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'un mercato et de comment ça se déroule un mercato. On va essayer d'aborder la plupart des points. Moi, il y a quelque chose, pour commencer, qui m'intrigue, parce que finalement, il y a un profil qui n'est pas là autour de ce plateau aujourd'hui, c'est les joueurs. Il n'y a pas de joueurs autour de la table. À quel point aujourd'hui les joueurs sont impliqués finalement dans les discussions et dans un mercato? L'impression que j'ai, c'est que ça l'est un peu moins qu'avant, sauf peut-être pour Caliste, du coup, a priori, puisque c'est lui qui prend toutes les décisions. Vu qu'il me donne des ordres. Non, en fait, je pense que c'est une question peut-être plus pour Nathan que pour moi, ça dépend. En fait, tu as les joueurs qui restent et ceux que tu recrutes, et ceux qui partent aussi, évidemment. Ceux qui restent, évidemment, ils ont vocation à donner leurs insights sur comment ils voient la suite, avec qui ils se voient collaborer, etc. Et aussi avec qui ils ne veulent absolument pas travailler, parce que l'air de rien, en fait, faut voir que c'est des joueurs qui passent énormément de temps ensemble. Le groupe vit ensemble, littéralement, enfin, même s'ils ont des apparts séparés. Mais c'est des heures et des heures et des heures avec les mêmes personnes dans la même pièce, accumulées, etc. Donc forcément, ça peut créer des tensions, ça peut créer par contre des grosses proximités. Mais c'est aussi signer un coéquipier, ça veut dire c'est un engagement. Ça veut dire pendant un an, je vais faire de mon mieux pour être une bonne personne avec toi, parce qu'il va falloir qu'on tire tous dans le même sens. Donc c'est important qu'ils donnent leurs avis là-dessus. Et ils ont aussi de l'expérience, parce que l'air de rien, ils se croisent beaucoup en solo queue où ils se jouent, etc. Ils se parlent tous. Donc il y a forcément parfois des a priori. Il y en a qui ça a coûté des jobs d'être absolument abominables en ladder. Et parce que les gens font « Ah non, j'ai pas du tout envie de jouer avec ce gars-là ». Donc parfois, justement, quand on veut absolument signer un gars en question, ça peut être beaucoup de rames à sortir. Mais un joueur peut te donner son avis, te dire ce qu'il sent ou ce qu'il sent pas. Mais par contre, à partir du moment où tu as ça, c'est là que tu sors
toi, tu arrives déjà avec des listes. Enfin, moi, comment je fonctionne, c'est j'arrive avec des listes de qu'est-ce qu'on pense garder, qu'est-ce qu'on pense changer, et quels sont les upgrades potentiels, parce que l'idée, c'est toujours de chercher mieux que ce que tu as, forcément, quand tu ne gagnes pas tout. Et parfois même, il faut tourner quand tu gagnes. Et à partir de là, tu consultes les différents rôles du club, et les joueurs en font partie à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop donner leur avis, mais ils sont rares. Honnêtement, quand tu veux rester dans une équipe, tu as envie de donner ton avis sur tes prochains coéquipiers. Tu parles de Kali sur LoL, mais c'était la même avec, typiquement, Aves sur Valorant. Il y a ce truc quand même, vraiment, est-ce que les joueurs sont, comment dire, véritables acteurs de leur mercato, où il y a un peu de passivité aussi, on leur propose des choses, qui va prendre l'initiative en réalité? Bon, alors ça va forcément dépendre des joueurs. Moi, j'essaie justement de les rendre le plus proactifs possible, justement parce que j'ai trouvé que ça leur permettait d'avoir plus d'opportunités, tout simplement parce qu'ils vont avoir plus d'informations sur le marché, sur ce qui se passe. Ils vont créer plus de liens aussi avec les autres joueurs qui peuvent être dans une même situation qu'eux, qui peuvent rechercher des opportunités dans le même type d'organisation. Donc forcément, le plus proactif ils sont, généralement, le plus ça va leur donner d'opportunités. Après, effectivement, comme tu dis, il y a les deux. Il y a ceux qui restent. Donc eux, ils ont besoin quand même d'être moteur un petit peu pour l'équipe, de donner les insights et de faire en sorte que le mercato de l'équipe soit cohérent. Mais oui, tous ceux qui recherchent une nouvelle équipe, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de rester passif. Même si, comme tu le dis, les équipes aujourd'hui, de plus en plus, elles ont leur liste, leur shortlist, avec pour chaque position, toute une liste de noms, évidemment. Mais juste espérer qu'une équipe va finir par nous appeler à un moment, c'est quand même assez périlleux. Quoi. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué un petit peu, la place des joueurs à l'intérieur d'un mercato? Moi, j'ai en tête, c'est peut-être un exemple qui est un peu biaisé, mais Perkz qui défaisait un peu les mercatos à une certaine époque chez G2, on est toujours un peu dans cette même... Je pense que c'est beaucoup le cas, surtout pour les gros joueurs. Moi, j'entends souvent d'Inside que, par exemple, Caps ou Faker, ils ont un bon mot à dire sur leur roster, tu vois, et je pense que ça fait sens. Mais sinon, globalement, je pense que ça dépend aussi de la personnalité des joueurs. Et il y en a qui... Aujourd'hui, presque tous les joueurs ont des agents. Donc, il y en a pas mal qui peuvent un peu se focus sur le jeu pendant le mercato, alors que Nathan, il fait tout. Mais il y en a aussi qui contactent beaucoup les équipes et tout. Et je pense que c'est avantageux en vrai de le faire. Et moi, souvent dans le mercato, j'ai des joueurs stressés qui me disent tiens, est-ce que tu sais ce qui se passe et tout. Et c'est quand même souvent un moment stressant pour les joueurs aussi. Et je pense que ça peut aider d'être acteur et de savoir un peu ce qui se passe quand tu es un joueur. Mais d'ailleurs, je l'ai eu plus cette année que beaucoup d'années, des joueurs qui viennent me DM en disant je suis sur le marché, je cherche ça, est-ce que ça peut t'intéresser, etc. Et des bons profils qu'on a eu. Pas ceux qu'on a pris au final, parce que là, pour le coup, on est allé les chercher très vite. Mais pour revenir au Caps, Faker, Caliste, en fait, tu le veux que tes joueurs soient proactifs. Pour le coup, c'est hyper important, parce que si le joueur qui est censé être un peu ton moteur, parce que c'est un peu ta figure de proue, et pas du tout impliqué, c'est pas la même chose. Et parce que aussi, l'air de rien, quand tu vas chercher des profils, t'es aussi en séduction. Si le mec qui est là chez toi donne pas envie non plus, parce qu'il s'implique pas, c'est pas un bon message qui est envoyé. Donc moi, j'ai eu la chance, j'avais Caliste et Yike qui étaient pour le coup qui regardaient des VOD quand on regardait les supports, etc. C'est très précieux comme aide. C'est plus des gens qui vont donner leur avis, parfois proposer de temps en temps, mais il y a un peu moins ce truc-là de on construit un roster, on veut tous jouer ensemble et c'est un package qui existait peut-être un peu plus avant ou... Bon, on l'a revu cette année. Quand même, quelqu'un qui est arrivé dans une équipe avec son roster bien en tête. Oui. On peut en parler. On peut en parler. Je sais pas, ça n'a peut-être pas été annoncé officiellement. Je sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais... Moi, d'après mes sources, il y a un certain chez SK Gaming qui a proposé de ramener certains joueurs que lui pense fort chez SK Gaming, oui. Et là, clairement, c'était le plan des joueurs, quoi. Mais je comprends pourquoi SK le fait. Mais pour la blague, d'ailleurs, Mickey nous a en limite pas trop parlé, alors que je discutais avec son agent en disant que support, c'est quelque chose qu'on étudiait quand même. Parce qu'il savait qu'il voulait leader mid et que nous, on savait qu'on ne voulait pas. Que déjà un plan qu'il avait essayé de vendre plusieurs fois par le passé. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais... Ouais, on a l'impression que chez SK Gaming, c'est une solution de facilité peut-être un peu pour cette année. Bon. Alors, je pense pas. Je pense que faut te mettre dans les baskets d'SK qui a été quand même en bas de tier list cette année et qui n'ont pas un budget extensible. En fait, il faut que tu vois
quand tu t'approches ton off-season, parce que tu vois, là on parle de LoL où nous, selon les rumeurs de Brieux, on a fait une grosse équipe. Tu n'apportes pas tous tes mercatos avec les mêmes ambitions enfin, l'ambition sera toujours gagnée, mais avec la même puissance financière. Ouais. Et l'air de rien, si je me mets dans les chaussures d'SK 2 minutes, j'avais Ricoeur à Bedagueux cette année qui n'ont pas très bien performé, soyons honnêtes. Ouais. Je ne suis pas sûr que je puisse aller chercher un top mid-laner. Est-ce que Leader est loin de mon plafond en termes de puissance de feu, tandis que Mickey est, entre guillemets, au-dessus de mes attentes en support. Donc, tu vois, il faut savoir compenser et de temps en temps se dire que, l'air de rien, un moindre mal peut te permettre de fonctionner mieux. Et on parlait de l'entente d'une équipe. Ouais. Si un mec arrive avec 3 potes, potentiellement, ils peuvent avoir la lune de miel parfaite pendant au moins un split et snowball dessus. Hein. Ouais, et puis peut-être ça peut aussi servir pour le long terme, disons. Alors, c'est pas dans le sens on va faire 5 ans avec Leader Mickey, voilà, mais peut-être ça peut permettre de poser une sorte de cadre de travail sur lequel ils peuvent se reposer sur l'avenir, parce que c'est vrai que sinon, le plan un petit peu par défaut qu'on a vu ces dernières années, enfin, le plan un petit peu évident pour une équipe dans cette position, c'est de se dire, bon, on va pas pouvoir aller batailler pour les top profils des LEC. On a peut-être un peu moins de budget. Forcément, on va essayer d'aller chercher les meilleurs rookies de RL. Il y en avait des dispos, ils auraient pu aller dessus. Mais souvent, après, le contre-coup derrière, c'est que, bon, déjà, il y a un risque que ça puisse ne pas fonctionner sur l'année qui vient, que ces rookies soient un petit peu trop just pour la LEC. Mais après, il y a aussi l'autre risque qui est que, quand même ils fonctionnent bien, peut-être SK va pas être assez fort pour les garder derrière. Et au final... permettre à quelqu'un de devenir un bien meilleur joueur, bon, c'est à leur honneur, mais eux, leur objectif, c'est quand même j'imagine, de devenir le meilleur possible, enfin, pour l'org, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment utile pour eux de juste prendre le meilleur rookie et voyons ce qui passera, quoi. Ouais. Donc, quelque part, si ça peut leur permettre, via quelqu'un comme Mickey, qui a cette expérience-là depuis des années, de poser un cadre de travail, parce que ça va quand même être son équipe, voilà, peut-être que ça peut dessiner quelque chose pour l'avenir. Moi, je pense que c'était vraiment un cas inespéré pour SK d'avoir un joueur du niveau de Mickey. Et même Mickey spécifiquement, ils ont déjà essayé par le passé, par exemple avant qu'Ansama allait chez G2. SK avait essayé d'avoir Ansama avec Mickey chez eux, du coup. Ouais. Et ouais, je pense... de toute façon, ils n'ont jamais vraiment réussi à faire des bons résultats. Donc, tu vois, si tu as un groupe d'amis, ça passe. Enfin, c'est un gros risque, je pense, mais je comprends qu'ils prennent... le risque, et ils avaient aussi l'avantage de commencer le mercato avec aucun joueur sous contrat, donc tu peux faire ce genre de mouvement. Ouais. Quand tu es une top équipe, c'est pas un avantage parce que tu veux garder tes stars, mais quand tu n'as pas de budget, c'est très bien, que tu peux build un peu ce que tu veux. C'est une exception, SK, cette année, dans le mercato, et même dans les tendances de ces dernières années, le fait d'aller chercher justement ce package en disant « Ok, là, on assure » ou ça arrive encore d'avoir des joueurs qui vraiment veulent absolument jouer avec un tel et force ou ce genre de choses. Ça arrive, mais au niveau LEC, c'est quand même un peu une exception. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont appris à mettre de l'eau dans leur vin. Alors, j'en connais un qui a recommandé 2-3 personnes. J'en connais aussi, mais ça. Il y a beaucoup de cas d'un joueur qui recommande un autre. Il va dire qu'il recommande Empiros, mais... Par exemple. Mais en package, c'est assez rare. Il y a aussi une différence entre recommander et imposer. Freddy est arrivé chez Fnatic en disant c'est Empiros ou rien. Tandis que Mickey, lui, il arrive en disant c'est ça ou rien, effectivement. Le dernier package que je me souviens, c'est Perkz Alphari qui sont débarqués ensemble chez Vitality. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant avec la place de Calis, qui a donné son avis, du coup, sans révéler qui a été recruté officiellement. Il a du coup donné son avis à chaque poste ou... Alors, sur support très, très pointilleux, sur mid, il nous a fait vraiment entièrement confiance. On a évoqué des listes, etc., mais il connaissait moins certains profils, donc il ne voulait pas s'aventurer. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important, quand on peut avoir leur insight, de le prendre, parce que, l'air de rien, en fait, ils connaissent le jeu mieux que personne. C'est souvent ça. Et top, c'est annoncé Kana, donc c'est bon, on voulait garder Kana, on était tous d'accord, et lui aussi, donc tout va bien. Personne n'avait de contre-indication à garder Kana, et on est très très heureux qu'il ait re-signé pour le coup. Après, le tweet d'annonce, c'était Kana sera au KCX, donc comme il n'y a pas de KCX... Non, il y a eu un visuel de Kana 2027, puis il sera au KCX, mais malheureusement, effectivement, au prochain.
On a beaucoup parlé du coup du rôle des joueurs, bon aussi parce qu'ils sont pas là et que c'était intéressant d'avoir un peu votre... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de situer un peu plus vos rôles respectivement, parce que je parlais en préambule de saisir un peu mieux qui fait quoi dans un mercato. J'ai un peu envie de vous poser la question à tous les deux et vous l'attraper au vol. En général, qui prend l'initiative ? Ça vient de qui ? Le début d'un mercato, c'est plutôt les agents qui vont aller vers les directeurs sportifs ou l'inverse, ou il n'y a pas de règles réelles là-dessus ? Franchement, ça va vraiment beaucoup dépendre de l'organisation, enfin de la structure, quoi. Déjà, moi je dirais en préambule, quand même, ce mercato était très particulier, honnêtement. Je pense qu'il y a pas mal de déséquilibres qui se sont créés, mais sinon, je veux dire, d'un point de vue théorie générale, voilà, moi j'avais pris l'habitude de beaucoup m'adapter à l'org, donc il y en a certaines avec lesquelles on parlait de plans depuis même des fois des semaines ou voire parfois des mois, parce qu'on en parlait en fait toute l'année, mais voilà, pour des joueurs sur la saison suivante. Donc quand l'off-season commençait, on avait juste un petit peu à dérouler ce plan-là. D'autres qui étaient beaucoup moins préparés ou qui de toute façon avaient prévu de faire leur choix bien plus tard. Et donc sur ça, on était plus en attente, quoi. Mais nous, franchement, je pense qu'on se faisait souvent un premier point. De toute façon, on se parle au cours de l'année, nous, de manière voilà, assez régulière. On continue, mais c'est vrai qu'on passait un petit peu en mode off-season, aller vers la fin des playoffs d'LEC, en se disant, est-ce qu'on a déjà un peu des idées plus concrètes surtout ? Et après, c'est un dialogue continu, quoi. Ouais, moi, j'essaie pour le coup de garder les agents, de rester en contact au cours de l'année, de toute façon, de un pour donner des feedbacks aussi parce que souvent on a déjà des clients dans le club, il y a peu d'agences qu'on n'a pas finalement chez KC. Donc pour donner du feedback sur leurs joueurs, ce qu'on en pense, comment ça se passe, etc. Parce que ça peut aussi de temps en temps aider à se projeter et de temps en temps faire passer des messages aussi, de manière un peu plus douce. Et après... Nous, de notre côté, on prépare vraiment très très tôt. C'est-à-dire, on est sur le qui-vive en permanence. Un joueur tombe dans les escaliers demain, il faut qu'on soit prêt à savoir qui on prend. Avant la fin de saison, donc ? Oh, très permanent. Quasiment permanent. Oui, parce qu'en fait, finalement, le mercato, quand on parle de mercato, il y a un peu cette période-là qui commence, disons, en septembre à peu près jusqu'en novembre, avec l'ouverture officielle de la free agency. Mais en soi, le mercato peut se jouer un peu tout le temps. Parce que, par exemple... notamment maintenant qu'il y a la règle des 18 ans, admettons, j'ai un joueur de LEC qui se casse un bras, mais qui a plus de 18 ans, et mon joueur d'académie en a moins, il faut que j'ai un joueur pour le remplacer. Donc on est vraiment en permanence à étudier qu'est-ce qui doit pouvoir se passer si jamais on a besoin d'un changement d'urgence, si jamais on veut upgrader aussi un poste, si jamais, je sais pas, un club très riche arrive et nous propose une offre absolument impossible à refuser sur un profil par qui on remplace. On est obligé de penser à tous les scénarios possibles, parce que sinon on est battu, et ce qui fait on arrive généralement à être très rapide sur les profils parce qu'on sait ce qu'on veut avant d'arriver. Tu es d'accord avec ça, toi, quand est-ce que ça commence à bourdonner, on va dire, et que tu te dis, OK, là, il faut que j'y aille un peu plus... Les premières rumeurs, en vrai, c'est toute l'année. Ouais, bien sûr. Mais ça commence surtout quand les équipes sont éliminées. Ouais. Donc déjà en Summer Split. Tu vois, Mickey chez SK, c'est un projet, j'entendais déjà depuis très longtemps. Ouais. Je pense que c'est un peu logique. Mais c'est surtout vers septembre qu'il y a les changements qui commencent vraiment. Et en effet, les équipes se préparent assez tôt à faire des shortlists, des plans et tout. Mais j'entends très souvent les mercatos aussi, les listes qui changent tout d'un coup et tout, en fonction des imprévus du mercato. Ce que tu entends au début n'est pas forcément ce qui se passe en fin de compte, quoi. Ça dépend à quel point tes listes sont longues aussi. Ouais. Mais pour donner un exemple un peu concret d'une off-season un peu improvisée, fin de Winter LFL l'année dernière, SK vient nous acheter Bukada. On arrive à mettre Isma dans le trade, donc on avait déjà notre remplacement prévu, mais qui n'était pas initialement prévu, puisqu'on pensait que lui restait en LEC. Et finalement, Isma part chez Giantix direct. On a pivoté sur Ikino, qui était sous le coup dans nos listes au cas où, tu vois. Ouais. Ça te montre l'importance de pouvoir réagir quel que soit l'imprévu, quoi. Ouais. La période la plus intense, c'est celle-là, tu l'as dit, qui commence à peu près en septembre. Tu parlais d'imprévus et de prévisions et d'imprévus. Changer un joueur, l'anticiper avant la fin de la saison,
Ok, mais est-ce qu'il y a parfois des imprévus, non pas sur du mercato comme tu viens de le citer pour Boukada Isma, mais de se dire, ok, lui on avait prévu de le garder, finalement il y a une opportunité de marché qui arrive. Ça arrive aussi, c'est des choses qui peuvent... Oui, ça arrive. De toute façon, en fait, mon métier à moi, c'est d'essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive à tous les moments. Donc, ce serait malhonnête intellectuellement de se dire qu'on ne va pas regarder si quelqu'un peut nous rendre meilleurs. Et faut faire super attention parce qu'une dynamique d'équipe, c'est hyper fragile. Donc, de temps en temps, faire un choix qui peut paraître évident est une mauvaise idée. Et de temps en temps, il faut par contre oser faire le saut de la foi en se disant celui-là va me bonifier et y aller. Il n'y a pas vraiment de règles, entre gros guillemets, sur un transfert. Ça peut aller très vite, comme ça peut être très long. Toi, tu as vu des choses, on vient de le dire, qui ont changé en fonction des plans. Des choses aussi se déroulaient extrêmement normalement. Tout est un peu au cas par cas. Franchement, il y a des trucs, ça se fait très vite. Et là, surtout ce mercato, on a eu beaucoup de mouvements qui ont pris énormément de temps. Vladi, ça a pris beaucoup de temps. Fnatic, en général, a pris beaucoup de temps. Il y a toutes les histoires avec Razork, avec June, ça prend du temps, alors qu'il y a d'autres moves, c'est on n'a pas le plan A, on veut le plan B, c'est bon, c'est lock, et ça se fait tout de suite. Et après ça, ajoute des buyouts sur des joueurs qui sont sous contrat, ça en a eu beaucoup ce mercato. Ça ralentit énormément les choses parce que lui, il veut son argent, et puis voilà quoi. C'est un exemple ou c'est... C'est un exemple. Admettons dans le cas où Vladi partirait du club, effectivement, il est sous contrat jusqu'à 2027, donc on demandera un buyout. Ça, c'est quelque chose les buyouts. Alors, il y a eu un peu des périodes, j'ai l'impression. Il y a une période où il y en avait beaucoup, il y en a eu moins. Ça revient un peu. Tu as l'impression qu'il y en a plus qu'avant dans les contrats Bon, c'est quand même plus du cas par cas. C'est-à-dire, au fond, le joueur, soit il est sous contrat, soit il ne l'est pas. Il y a beaucoup de joueurs qui font des mouvements sur le mercato, tout simplement parce qu'ils vont être free agent dans quelques semaines. Là, cette année, c'est vrai que je pense que les budgets buyout globalement ont été quand même assez réduits. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont naturellement plutôt dirigées vers des mouvements qui n'avaient pas besoin de buyout, quoi. Mais après, franchement, c'est du cas par cas. Généralement, ce qui se fait, c'est que chacun regarde forcément ses possibilités à gauche, à droite. Parfois même, effectivement, des joueurs qui sont encore sous contrat. Des équipes aussi qui ont des joueurs sous contrat, mais qui chercheraient à les remplacer. Et au bout d'un moment, s'il y a un match, quoi, si un joueur et une équipe sont alignés sur un projet et que parfois l'autre équipe qui est dans le coup aussi, y voit aussi un intérêt, il y a une discussion quand même qui doit s'installer derrière sur OK, mais dans quelles conditions, quoi. Donc c'est là qu'effectivement ça parle de buyout. Après, il y a des contrats qui ont des buyouts prédéfinis. Ça facilite des choses, mais c'est quelque chose qui a toujours été un peu difficile à faire parce qu'on est quand même dans un marché très très volatile. Et donc les orgs sont généralement assez frileuses à mettre un chiffre prédéfini, alors que si ça se trouve, l'année d'après, le marché sera 3 fois supérieur. Et donc elles vont forcément se dire, mince, on a mis 100, on aurait dû mettre 300. Quoi. Donc là, la tendance, ça va plutôt être de proposer un contrat un peu plus long ou avec des options de prolongation. C'est des choses, les contrats un peu plus longs de 2-3 ans, c'est des choses qu'on voit plus qu'avant, moins qu'avant. Ça a évolué Cette année, je dirais moins qu'avant, moi. J'aurais dit moi aussi. Ça devenait de plus en plus long depuis l'arrivée des franchises. Mais là, cette année, après, c'est plus le contexte économique de la scène qui fait que ça fait prendre peut-être moins de risques aux structures, à ceux qui investissent. Et là, du coup, oui, la plupart des contrats sont plus flexibles qu'avant. Mais pour rebondir sur ce que disait Nathan, du point de vue structure, mettre un buyout est un problème dans le sens où, au-delà de la volatilité du marché, en fait, c'est lose-lose parce que soit il est fixé et effectivement le marché s'est envolé, donc l'équipe va être heureuse de le payer, soit de toute façon il n'a pas bougé et ça va être négocié à la baisse, donc il n'y a pas vraiment de cas où ça a un intérêt. Et en plus, tu es forcé de vendre si elle a activé la clause. Donc vraiment, il n'y a aucun point gagnant à mettre une clause de buyout dans les contrats. Mais en fait, je pense qu'on en voit plutôt quand même moins qu'avant, globalement, pour la bonne et simple raison que c'est assumer un salaire sur un bench, de ne pas vendre le mec, et qu'il y en a beaucoup qui essayent de jouer là-dessus. Ouais, c'est exactement ce dont j'allais parler. Je pense une tendance qu'on voit de plus en plus les dernières années, c'est surtout les joueurs qui sont bench, et que ces équipes savent qu'ils veulent les faire jouer, à part quelques cas d'exception sur des joueurs qui ont beaucoup de demandes, ils partent sans buyout, tout simplement. Mais alors qu'avant...
y a eu beaucoup d'histoires où des joueurs qui s'étaient bench, on essayait de les vendre à des chiffres extraordinaires, mais aujourd'hui on est vraiment dans des mercatos où un peu toutes les équipes comptent les sous et ça a pas mal changé la donne ces dernières années. Et également sur la durée des contrats, surtout en Europe, parce qu'en Amérique, il faut encore beaucoup de contrats de 3 ans car c'est plus facile de rompre les contrats. Mais, Oui, voilà. C'est du faux 3 ans, quoi. C'est 3 ans, mais je peux te dire, ça me coûte un mois, c'est pas le même 3 ans que le droit européen. Quoi. C'est vrai qu'en Europe, c'est presque que du 2 ans, la plupart des contrats, je crois, ce mercato. Ouais. Il y a un profil, alors je pense qu'il existait avant, mais je ne sais pas si le nom vient de toi, mais le domino dans le mercato. Ça fait quelques années qu'on parle de ça, qu'il y a vraiment un joueur que plusieurs équipes veulent, et le mercato, le marché, est bloqué tant que ce premier domino ne tombe pas. Déjà par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que c'est plus présent qu'avant ? Est-ce que ça a toujours été un peu le cas, cette espèce de rôle de domino ? Et est-ce que ça ne crée pas un espèce de mercato à 2 vitesses entre les équipes qui cherchent à avoir un domino et les équipes qui ne sont pas intéressées par ce domino ? C'est un peu moins le cas d'avant parce qu'il y a un peu moins d'équipes qui ont les moyens de chercher les top joueurs. Parce que je me souviens, il y a quelques années, il y avait vraiment des joueurs qui bloquaient le mercato. Il n'y a aucun move qui arrive avant ça. Là, on voit quand même, tu vois, par exemple, Vladi, moi je considère que c'est un domino de ce mercato assez important. Il y a quand même quelques mouvements qui se sont faits avant ça. Mais du coup, il y a un peu. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire en parlant de mercato à 2 vitesses, mais tu vois, par exemple, pour donner l'exemple de Vladi, KCI, ils ne sont pas dans le domino parce que ils savent qu'ils ne veulent pas continuer avec Vladi. Et du coup, ils se battent. Moi, je peux le dire, Quid, tu vois, avec d'autres équipes en NA et tout, pendant que tu as d'autres équipes en Europe qui se battent pour Vladi, qui essaient qui sont sur Razork ou quoi. Et donc, tu as un peu des mercatos différents dans un même mercato. Et moi, je trouve ça très, très, très chouette à observer. Mais je ne sais pas si pour eux, c'est chouette, mais moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien. C'est chouette. Moi, pour résumer le mercato, je dirais chouette. Voilà, en général. Non, je pense que... vas-y, moi, je le vois un peu moins présent qu'avant aussi, mais peut-être particulièrement sur ce mercato-là, parce qu'il y a eu, moi, ce que j'ai observé sur ce mercato, beaucoup plus de candidats étudiés que d'habitude, et pour au final moins de postes en jeu, parce que, encore une fois, avec les difficultés économiques actuelles, il y a quelques ans qui ne sont plus là, ça fait des postes en moins. Et donc, au final, il y a plus d'alternatives pour toutes les équipes qui recherchent. Alors évidemment, la superstar, le joueur que tout le monde veut, si, forcément, il y a quelques équipes qui vont un peu faire la queue, mais là, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop eu cette off-season. Bon, je pense qu'un domino, sûrement, qu'il y a eu, surtout en NA, c'était un Inspired, quand même. Voilà, ça a déclenché des choses derrière. Mais en Europe, pas tant que ça. C'est aussi qu'en fait, il y avait pas mal d'équipes qui avaient des stratégies différentes. Par exemple, à Vladi, il y a forcément pas mal d'équipes qui n'auraient pas craché dessus, disons, mais après tout, elles étaient satisfaites aussi si elles allaient plutôt sur un plan plus rookie ou plus particulier, ou un coréen, ou tout ça. Donc, sur le cas Vladi, je trouve que ça a pas mal bloqué aussi pour une autre raison, qui est que beaucoup d'équipes qui étaient sur Vladi étaient satisfaites de potentiellement garder leur mid laner, qui étaient sous contrat, et du coup, n'allaient changer de mid que s'ils avaient Vladi. Et du coup, des équipes qui même voulaient pas forcément Vladi, mais les équipes qui avaient un mid laner, voulaient les mid laners d'équipes qui remplaceraient leur mid par Vladi, étaient intéressées quand même. Et du coup, c'est comme ça que ça peut bloquer. Et puis après, tu ajoutes des joueurs qui veulent jouer avec d'autres, comme on en a parlé plus tôt, dans d'autres rôles, ou même de la synergie entre d'autres joueurs, ça peut bloquer un peu d'autres rôles. Mais globalement, on n'a pas eu de gros blocages ce mercato. Est-ce qu'il y a des équipes parfois qui sont confiantes sur le fait d'obtenir un domino, qui ne l'ont pas, et qui se retrouvent parfois un peu en panique, d'une certaine manière ? C'est des choses qui arrivent aussi. Là, je dirais Fnatic, qui n'ont pas eu de June, je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout. Parce qu'ils ont quand même fait une très belle offre. Et oui, ça arrive. Franchement, c'est une des situations, je dirais, où les plans peuvent un peu changer. C'est dans ce cas-là qu'on parle de liste, de plan B, C, D, E. Parfois Z. Nous, ça nous est arrivé une fois en 2024 sur le support, si je ne dis pas de bêtises, où on rate pas mal de profils de manière parfois inattendue. Et finalement, on s'est retrouvé avec Fléchier, avec qui ça a très bien matché. Donc,
heureuse erreur au final, parce que je pense qu'il a fini en étant meilleur que certains des profils qu'on avait pourtant priorisés. Mais oui, tu as un peu le coup de stress quand des profils où tu pensais que c'était entre guillemets très vite signable préfèrent d'autres options pour des raisons parfois très saugrenues. Mais... Surtout que parfois, entre-temps, le plan B, plan C, ils se sont lock dans d'autres Oui, équipes. Donc, tu vas très vite au plan Z. C'est là où on t'appelle du coup. Oui. Bon, après, moi, toutes les idées saugrenues, elles sont réciproques. Je pense pas que je puisse tout mettre sur le dos des joueurs sur ça. Mais... Ah non, bien sûr que non. Oui, non, évidemment. Derrière, ça fait... ça fait effectivement ça, l'effet domino. Voilà, il faut passer aux autres alternatives, quoi. Un peu en vrac, parce que c'est des termes qu'on entend beaucoup. La residency, ça a été un vrai sujet cette année, notamment parce qu'on a eu beaucoup de joueurs coréens qui sont arrivés en Europe. Alors, il y en avait qui étaient déjà là. Il y a des questions qui se sont posées sur à quel moment un joueur est considéré comme résident en Europe, parce que ce n'est pas la même chose que pour les ERL. Là-dessus, comment ça fonctionne concrètement ? Il faut qu'un joueur ait au moins 2 ans, et passé au moins 2 ans dans une région, 3 ans dans une région, avant de demander de changer. Mais là aussi, ça dépend du bon vouloir de Riot, parce que c'est pas pareil entre l'Amérique et l'Europe. C'est un peu ça le... Il faut surtout qu'il ait un statut légal dans la région. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui avait un peu facilité pour les aînés, enfin les États-Unis, c'est que là-bas, il y a la green card, qui est un process assez bien identifié. Voilà. Et effectivement, si un Coréen demain a une green card, c'est facile pour lui. Voilà, il est résident américain finalement, et donc à ce titre-là, il peut demander à Riot le fait d'être pas considéré comme comme résident ENA. Alors qu'en Europe, en fait, le problème, c'est que Riot pense global et que cette règle, elle a été designée par des Américains pour des Américains. Donc en Europe, effectivement, on a des choses un peu différentes. Je pense que obtenir une nationalité, c'est peut-être élevé, mais il faudrait voir typiquement avec si on obtient une carte de séjour 3, 5, 10 ans française. Est-ce qu'on peut faire ce genre d'application ? Je dirais que oui, mais ce serait étudié dans la suite, quoi. Je crois que c'est encore jamais arrivé en Europe qu'on ait un Coréen qui obtienne ce statut, alors qu'en Amérique, je dirais une quinzaine, une vingtaine peut-être. Donc, Après, t'as pas tant de Coréens qui ont fait 3 ans de suite en Europe non plus. Là, on va avoir la question sur Noah, du coup. Ouais, après, c'est aussi qu'il y a eu peu de... Je pense, après peut-être qu'il y avait beaucoup plus de plans que ça par le passé, donc je n'ai pas été très au courant, mais moi j'ai l'impression qu'il y a peu d'équipes européennes les dernières années qui ont potentiellement un jour envisagé d'avoir plus de non-européens dans l'équipe, quoi. Là, il y a eu... On a un très bon exemple. Oui, non, de quoi vous parlez. Je parlais des années d'avant. Après, là, il y a pu avoir... c'est vrai que cette année, ça a été un sujet à un moment, mais franchement, ça a été très rare. Alors que c'est vrai qu'on a vu des équipes américaines ça aurait pu par où il n'y le a passé. plus aucun Américain dans l'équipe, quoi. Team Liquid avait un roster coréanophone à un moment. Je crois que c'est combien, selon les leaks, c'est 16 Coréens, je crois, qui évolueront au sein du DLCS l'année prochaine. Ouais. C'est énorme. Et le chiffre est assez haut. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'Europe aussi, je crois que le plus haut, c'est les Français, Corico, pour l'année prochaine, et les deuxièmes, c'est les Coréens. Alors peut-être qu'on approche justement de ce cas de figure. On parlait de Noah. Par le passé, on aurait pu l'avoir avec certains joueurs. Je pense à un Trick notamment, qui a passé quand même beaucoup de temps chez G2, un Wadid. Est-ce qu'on va l'avoir là ? Mais l'exemple est bon. Alors pour le coup, c'est des noms qui ont été confirmés avec Yukino, avec Kana. Est-ce qu'à un moment, ça a été un casse-tête dans votre mercato, ou c'était des problèmes de riches, comme on l'a un peu décrit ? Côté jungle, c'était des problèmes de riches, parce que pour le coup, on ne se voyait pas changer Yike à cette intersaison. Il apporte énormément, que ce soit au groupe et... on parle quand même d'un octuple champion LEC, donc il faut mettre un peu de respect. On ne s'emballe pas après une victoire en IMM Master, même si Yukino a des mains et une vitesse d'apprentissage qui est fabuleuse. Donc évidemment qu'on est très très heureux qu'il ait choisi de continuer l'aventure avec nous. Mais pour cette off-season, non, Yike n'a jamais été remis en question par qui que ce soit au club. Il faut être très honnête là-dessus. Après, oui, vu qu'on ne savait pas qu'on voulait garder Kana, et on l'a fait assez vite, donc on savait qu'on avait un top import.
Il y avait la question de qu'est-ce qu'on fait mid-support si on regarde les mids, si on n'aime pas les mids en Europe, comment on fait? Parce qu'on n'était pas hyper fan des mids en Europe. Enfin, on n'aime pas les supports en Europe et on n'aimait pas beaucoup les mids non plus. Donc il y avait des questions de c'est un pas deux. Donc oui, on a parfois fait du Tetris pour voir comment ça marchait, quoi. Vous n'êtes jamais posé la question, tiens, peut-être on prend en coréen mid et support, mais pas au top? Ça a toujours été... il aurait fallu que Kana nous dise non pour ça, mais Kana, que ce soit côté le talent du joueur, l'affect qu'il a au sein du club et dans la fanbase aussi, c'est vraiment un joueur qui est très très aimé pour le coup par les fans cassés, Kana. Le fait que, l'air de rien, il y a import coréen et il y a Kana. Kana est probablement le plus bel import que l'Europe ait fait sur un coup de génie de mon collègue Kotei. Et donc quand Kana te dit qu'il a envie de rester, que rester est une chose qui lui ferait plaisir et qu'il considère vraiment l'idée de donner ces 2 prochaines années, qui sont peut-être ces dernières avec le service militaire à casser, tu respectes ça. Et puis vraiment, il nous a fait... faut pas juste regarder le dernier match de l'année, il nous a fait énormément de bien cette année. Je remets pas en question sa valeur, mais toi qui parles, tu vois, de faire tous les plans à l'avance et comme le font toutes les équipes, est-ce que tu as été au point, tu vois, de faire un plan B? Oui, s'il me disait non, est-ce qu'il y a des scénarios où vous prenez, tu vois? S'il me disait non, j'avais quand même 2-3 Coréens sous la main au cas où, mais j'avais aussi des Européens sur la liste s'ils nous disaient non. Mais le truc, c'est qu'il y avait honnêtement pas beaucoup de joueurs qui n'étaient pas un énorme downgrade comparé à Kana. Et ça, c'est quand même un point à prendre en compte, quoi. Ouais. Le coréen était une ressource assez prisée cette année. Ouais, mais comme je le dis, il y a coréen et il y a Kana. Je suis désolé. Ouais, non, ça se c'est défend. assez unanime là-bas. Oui. En parlant à d'autres agents que celui de Kana, par exemple, il est de notoriété publique que ça aurait pu être le meilleur joueur du monde s'il était parfois un peu moins, on va dire, le mot est dur, mais parfois paresseux. Ouais. Et nous, on nous avait dit quand on l'a recruté, surveillez-le, poussez-le à jouer plus, etc. Et donc en Corée, ça lui a joué des tours parce que là-bas, ça rigole pas. Chez nous, ça rigole pas non plus sur l'approche à la solo queue. Ouais. Mais je pense que malgré tout, il a des horaires plus relax qu'en Corée. C'est encore Calice qui est derrière pour... Non, là, pour le coup... C'était vraiment pour la blague. Pour le coup, j'ai vu un clip en stream de Calice qui dit Kana va faire ta solo queue. Ceci dit, c'était un peu plus que la rumeur à l'époque quand Calice est arrivé et qu'il a eu la en 2023, tout de suite à des vétérans, quoi. Mais 2023, il avait cette fraîcheur. Maintenant, il est vieux, Calice. C'est une blague à obligé de le pousser pour jouer. Non, mais est-ce que par contre, pour finir sur cette question autour des imports de la Residency et de Kana, il y a eu un moment où vous avez vraiment craint qui prolonge pas, et donc du coup... Ah oui, quand on entend qu'un KT Rollster est potentiellement intéressé, moi j'ai mis une statue de BDD chez moi désormais, parce que la Renault Worlds leur a fait oublier tout le reste. Mais oui, le truc c'est que faut qu'on se rende compte que les budgets coréens sont pas nos budgets du tout. Moi, mon top salaire, il le regarde en souriant. Donc voilà, oui, un KT ça fait très peur. Je savais qu'on pourrait lutter, alors pas que financièrement, mais aussi parce que c'est un joueur qui a envie de gagner quand même, Kana. Il a cette dalle encore de vouloir soulever des trophées et de vouloir rejouer les Worlds. Ouais. Donc c'était hyper important pour lui. Notamment, lui aussi a donné son avis, notamment sur le mid. Il a beaucoup participé, comme on regardait beaucoup en Corée. Donc, on a eu peur. Et aussi quand des Liquids viennent taper à la porte, parce que je sais que j'ai pas leur portefeuille non plus. Ouais. Donc non, tant qu'on n'a pas un go final, on est très crispé sur le siège. T'es mon fact-checker, tu confirmes tout ce qui a été dit là? Il n'y a eu rien de choquant pour l'instant. Non, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, qui est du coup beaucoup plus, qui concerne plus Nathan, qui est une fois que tu te mets d'accord avec un club, ça va être la négociation du contrat. Là, ça va plus être du coup votre rôle, même si je suppose que le joueur est... Alors idéalement, on se met quand même d'accord après la négociation, parce que sinon... Oui. Tu veux dire des termes spécifiques du contrat? Des termes du contrat, oui. Alors ça, c'est quelque chose justement assez piégeux dans la façon dont la scène est faite, dont le rulebook aussi est fait quelque part. Ouais. Et c'est un des équilibres qu'il y a justement entre les équipes et les joueurs, c'est que généralement, effectivement, un deal dans le mercato, c'est un joueur et une équipe qui se mettent d'accord sur des key terms, quoi, des conditions clés, voilà, donc c'est le salaire, c'est la durée, peut-être quelques clauses spécifiques comme effectivement s'il peut y avoir une clause de buyout ou l'utilisation de l'image sur certains profils, etc. Ouais. Donc voilà, c'est ces choses-là. Ouais.
Mais derrière, généralement, ce qui se passe, parce que tout le monde est un peu sous l'eau pendant le mercato, tout ça, on reçoit les contrats, les drafts de contrats à relire quelques semaines plus tard, et parfois, il peut y avoir des surprises. Avec des équipes avec lesquelles on travaille depuis des années, je pense qu'on est très peu surpris, ça va. On se relie un peu les mêmes contrats, ou parfois avec des updates d'une année sur l'autre, mais de toute façon, on reste dans l'esprit, on ne se sent pas, on se sent pas pris par surprise, quoi. Mais des fois, il y a des nouvelles équipes qui voient les choses différemment, qui ont des façons de faire qui leur paraissent normales, mais qui sont finalement très déséquilibrées. Par exemple, je veux dire des choses très concrètes. On va se mettre d'accord sur un salaire. Je vais pas mettre d'euros derrière ou quoi, mais on va prendre une base 100, quoi. On va dire, on se met d'accord sur 100, mais finalement, le salaire, le contrat qu'on va recevoir, il va dire, en fait, c'est pas 100, c'est 40 plus 60 si tout est... si tout est atteint, quoi. Donc, il y a le fait d'être titulaire, il y a le fait parfois de bien faire la part des choses sur la partie content. Parfois, il y a même une sorte d'appréciation de l'investissement au quotidien du joueur au sein de l'équipe, etc. Donc, il y a ces choses-là qui, forcément, sont, en tout cas, nous, notre point de vue, celui du joueur et de l'agent qui le représente, assez déséquilibré. Et puis surtout, c'est quand on arrive à un moment du mercato où, en fait, nous, on a déjà dit OK il y a 2-3 semaines, on n'a plus d'autres alternatives, quoi. Si l'équipe, si on ne s'entend pas sur le contrat, on ne peut pas dire tant pis, on ne signe pas. Il faut qu'on trouve quelque chose, quoi. Donc c'est parfois assez compliqué. Et surtout, on se retrouve dans des discussions avec des équipes qui sont honnêtement pas... moi, je ne pense pas qu'elles soient fondamentalement malhonnêtes, quoi. D'ailleurs, l'argument qui revient un peu tout le temps, l'espèce un peu d'argument d'autorité, c'est vous inquiétez pas, on va pas faire ci, on va pas faire ça, vous pouvez compter sur nous, tout ça. Et juste effectivement, elles essaient de se baquer parce qu'il pourrait y avoir des situations extraordinaires où, de son côté, lui, le joueur, fait quelque chose de vraiment imprévu ou quoi, et ça pourrait mettre l'équipe dans une situation vraiment inconfortable. Et donc, pour ça, effectivement, l'équipe, qui est celle qui rédige son contrat, prévoit plein de clauses en avance, Mais justement, souvent, elles ne se mettent pas vraiment à la place du joueur sur le fait que, OK, mais de l'autre côté, nous, quelque part, on n'a aucune sécurité, quoi. Si l'équipe ne fait pas ce qu'on espère qu'elle fera, nous, il n'y a pas d'exit. Il n'y a pas, à part s'il y a un buyout prédéfini qui serait peut-être le seul exit qui existe pour un joueur, il n'y a pas de pénalité qu'on peut infliger à l'équipe du genre moi je suis pas très content, donc cette fois-ci vous devez nous payer un salaire double. Je sais pas, peut-être un truc dont on doit discuter entre nous pour une prochaine négociation. Mais il n'y a pas ce genre de truc, quoi. Alors que ça t'est déjà arrivé d'utiliser comme outil de pression le fait que peut-être l'équipe aussi n'ont plus d'autres options d'avoir à la place du joueur? Oui, mais c'est moins vrai quand même. C'est-à-dire que c'est vrai, l'équipe, elle voulait le joueur aussi. Donc, quelque part, on peut se dire, elle aussi, il y a 2 semaines, elle a un deal, elle avait un deal, elle est très contente avec ce joueur-là. Effectivement, entre-temps, en plus, il y a sûrement ses plans B, C, D qui ont signé ailleurs et tout. Donc, effectivement, elle y perdrait au change de trouver quelqu'un d'autre, mais elle trouvera quelqu'un. Moi, mon joueur, s'il a eu la chance d'avoir un des 10 spots d'LEC, déjà parmi peut-être à peine 3-4 équipes qui cherchaient à son poste sur cette off-season-là. Nous, si on finit par dire non au contrat, peut-être qu'il sera un LFL2, le mec. Vraiment, il y a un gap énorme, ou alors il va faire une année un split-off, une année off, mais c'est quand même une très grande différence. Concrètement, ça arrive. Il y a des moments où ça bute sur la négociation du contrat, parce que ça, on le voit quand même beaucoup dans le sport, c'est des choses qui arrivent où les termes ne sont pas... on ne se met pas d'accord. Dans l'e-sport, sur LoL spécifiquement ici, tu parles de tous ces problèmes. Vous arrivez toujours à trouver une solution où il y a des moments où... Alors, c'est pas arrivé qu'on finisse par claquer la porte, parce que justement, c'est quelque chose de pas possible pour le joueur, quoi. Mais souvent, on trouve des solutions. Effectivement, quand même, en discutant avec l'org, on voit bien que c'est pas dans un esprit malhonnête ou quoi, c'est juste qu'ils n'avaient peut-être pas pensé que ça pouvait poser tel ou tel problème pour le joueur, donc on trouve une solution qui va aux deux parties.
parfois, malheureusement, il n'y a pas de solution. Et donc là, c'est aux joueurs de se dire, bon, est-ce que j'accepte Et donc oui, souvent, il finit par accepter, c'est vrai. Je te donne un peu mes seuls billes, hein, désolé. Oui, il finit par accepter. Hein. Non, mais après, mais de toute façon, après, nous, on a été fondé par Kamel qui a mis comme mot d'ordre il ne faut pas léser le joueur dans ce qu'on fait. Nos contrats, je pense, j'ai jamais eu généralement, les agents me disent que les nôtres sont plutôt fair. Ouais. Et quand je travaille avec l'avocate qui nous les écrit, elle nous dit toujours faut se protéger un minimum, mais on essaye quand même de ne pas léser le joueur. On a un peu une structure quand même comme ça de pourcentage sur le 100% de salaire où il y a des choses atteignables, entre guillemets, mais c'est pas vraiment du bonus, c'est fais rien de stupide en fait, c'est plus ça. Pour le coup, très 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 peu de joueurs à casser ont subi des conséquences de ça. Parce qu'on essaye d'être plutôt dans la discussion, dans l'éducation parce que l'air de rien, on récupère souvent des petits, des gens qui n'ont jamais eu un vrai métier avant, qui n'ont parfois jamais sorti de chez eux, hein, littéralement. Donc leur dire les règles d'entreprise, c'est ça, bonne chance, ça serait un peu compliqué. Ouais. Donc on essaye d'être plus dans la pédagogie que dans la punition, parce qu'en plus, en fait, moi, même s'il y a ce levier de dire je pourrais t'ôter du salaire si tu fais n'importe quoi, le jour où tu le fais, tu casses quelque chose. Donc c'est accepter un peu de perdre une relation, d'y aller comme ça. Je sais qu'il y a des ordres qui sont un peu moins regardantes là-dessus, mais nous, de toute façon, il y a aussi l'effet Laura Kamel qui fait que l'air de rien, on essaye de performer dans un contexte plutôt positif globalement. Oui, ça reste un argument. Ouais, mais après, les désaccords sur les détails de contrat, plutôt par rapport à ce que disait Nathan, c'est pas toujours de la malhonnêteté. Oui. Parfois, il y a aussi des malentendus parce que les accords verbaux, parfois, c'est. Oui, ça peut. Parfois, c'est même pas par écrit, tu vois. Et j'ai un doute sur le nom du joueur, donc je vais pas dire de bêtises, mais j'ai entendu un cas il y a une année où il y a un joueur qui pensait que l'équipe payait son logement, et puis au moment de signer le contrat, il paye 33%. Du coup, voilà, ça remet un peu le deal en question. Et je crois qu'au final, il y a eu un accord, mais. C'est vrai qu'il y a un peu cette position de faiblesse, je pense, pour les joueurs qui, dans cette méta d'accords verbaux, au moment où tu signes le contrat, parfois, tu as un peu cette surprise et tu ne peux pas faire marche arrière. Quoi. Donc, ça, et de temps en temps, il y en a qui lisent mal la monnaie dans laquelle tu parles. Ouais. Ça arrive, ça aussi ? Ça m'est arrivé, où tu parles clairement en dollars parce que tu es en won, par exemple. Non, justement, avec les gens en won, tu parles en dollars. La plupart du temps. Et de temps en temps, ils font moi, j'avais lu euro là-dessus. Ah oui, penses-tu ? Donc, ça peut être. Ça peut titiller un peu les budgets. On est carrément moins gros qu'avec les won, ceci dit. Oui. Voilà. Personne n'a osé me demander un salaire à 50 millions d'euros encore. Donc, non, mais on va venir sur la question des ligues juste après. Alors, on pourrait en faire une émission complète. Moi, il y a une question que je pose et qui n'est pas du tout une question piège, mais qui est, je trouve, assez intéressante parce qu'on en a quand même pas mal parlé ces derniers temps, qui est le background check, qui est un vrai truc dans un processus de recrutement et de mercato. À quel moment il intervient, ce background check ? Alors, tu peux, vu qu'on arrive avec des listes parfois à 10 joueurs par poste, tu ne peux pas le faire sur tout le monde en même temps. Ouais. Ce serait compliqué. Il est un peu fait tout du long à partir du moment où on commence à vraiment s'intéresser à des gens. Et en fait, le truc, c'est que comme on a des conversations un peu permanentes avec tout le monde, ça nous permet de prendre de l'info, que ce soit... Typiquement, on peut demander à l'agent, à d'autres agents s'ils ont entendu parler de ce joueur aussi. On essaie avec des personnes de la scène, etc. Enfin, on fait beaucoup de choses avec Riot aussi. Ouais. Je peux comprendre que ce soit un peu frustrant de l'extérieur parce que ça peut paraître être juste une recherche Google et bonne chance. Ouais. Mais il faut aussi comprendre un truc, c'est que la plus grosse difficulté d'un background check pendant une off-season, c'est l'omerta. Ouais. Personne ne veut être celui qui dira que le joueur ou le coach a fait des dingueries. Ouais. Personne. Ouais. Et à partir de ce moment-là, comme dans tout couple, c'est toujours le tromper le dernier au courant, et ben souvent on se retrouve un peu... Nous, ça nous est arrivé, c'est de notoriété publique fin septembre. Tout le monde nous regarde en disant « mais comment vous ne saviez pas ?» Et à côté de ça, il y a des gens en coulisses qui nous disent « ah désolé, on savait, on ne vous l'a pas dit ». Et c'est le truc le plus... c'est une expérience un peu traumatisante parce que tu te sens vraiment... tu te sens con, quoi. Tu te sens con, mais tu te sens aussi trahi, quoi. Parce que c'est des gens avec qui tu passes beaucoup de temps. Donc, et il y a aussi de temps en temps, pour revenir au leak, c'est des moments où justement, typiquement, nous, sur un de nos derniers recrutements pour un mix en VCT, on était au courant d'une histoire, on n'avait juste par exemple pas le nom de la victime, et du coup ça sort au moment du leak, alors que de notre côté c'était déjà étudié, sous contrôle, etc., en train de voir comment on organisait la communication autour, même si ça nous a fait revoir tout.
Mais pour répondre à ta question, c'est fait tout du long, vraiment. Non, mais dès que tu commences à t'intéresser à quelqu'un. C'est intéressant ce truc d'omerta, en fait, ce truc de des gens veulent pas parler, parce que je pense que les gens n'ont pas vraiment conscience de ce truc-là, et ça arrive dans plein de choses, même sur des enquêtes, parfois qui sortent, où on le voit, pour prendre des trucs de notoriété publique, autour de la politique ou des questions sociétales, on voit les choses sortir très longtemps après, et souvent il y a un peu un effet, pour reprendre l'expression de Cristiano Ronaldo, un peu ketchup, si c'est pas très adapté au... Mais bref, je m'entends, où une fois que la première personne a pris la parole, d'autres vont derrière amener des témoignages qui vont aller dans ce sens-là, parce que ça libère un peu la parole, c'est cette idée de libérer la parole. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Il y a ça, mais aussi souvent, régulièrement, il y a des problèmes dans les principaux problèmes, il y a des problèmes de mœurs et d'attitude avec la gente féminine. Ouais. Et donc déjà, nous, on essaie évidemment d'interagir avec le plus possible de femmes du milieu qui peuvent poser des questions à d'autres femmes, parce que c'est plus facile d'avoir l'information entre femmes qu'avec un homme, ce que je comprends totalement. Mais le problème, c'est que c'est déjà hyper dur d'être une femme sur Internet, et on en est très conscient au club. Si en plus, elles n'ont pas envie d'avoir plus de problèmes. Donc évidemment, on comprend, et nous, on a une politique de toujours croire et supporter les potentielles victimes. Mais les infos, on les a pas toujours. Donc c'est vraiment c'est un sujet très très difficile, pour le coup, sur lequel on met beaucoup d'heures et d'efforts. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui passeront à travers les mailles du filet, mais on encouragera tout le monde à venir nous parler. Et il y aura toujours une oreille et toujours une décision prise derrière. Je pense qu'une difficulté là-dedans aussi, c'est que, pour reprendre l'exemple que tu disais, il y a plein de gens qui disent ils savaient, tu vois, quand quelque chose voit le jour, mais je pense que quand beaucoup de gens disent ça, ils ont entendu la rumeur, mais tu sais pas forcément si c'est vrai. Tu vois, moi, parfois, j'entends des rumeurs et je sais pas du tout si c'est vrai, et t'as pas non plus envie d'être la personne qui fait perdre une opportunité à quelqu'un pour quelque chose qui est potentiellement faux. Ça rejoint et je pense que c'est ça la difficulté aussi dans ces crises-là, c'est en fait, faut trouver les preuves, et ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Non, très bien, je trouvais le sujet assez intéressant. Il fait partie intégrante de la vie d'un mercato. De fait, oui, ça nous arrive fréquemment. Il y a des moments où on se dit ça ne sera pas signable, pour le coup. Et on le dit poliment aux agents, on leur dit désolé, nous, ce joueur-là, et en plus, alors nous, on a un club extrêmement exposé médiatiquement, donc c'est quelque chose d'encore différent. Mais honnêtement, soyons honnêtes, il y a des joueurs qui sont signés dans des clubs qui ne passeraient jamais chez nous, parce que simplement, c'est pas nous qui le trouvons. Nos fans s'en occuperont très bien. Ils ont, pour le coup, là-dessus, et c'est pas un reproche, vraiment bravo à eux de trouver des trucs que nous, on n'arrive pas à trouver parfois. Mais le fait d'avoir justement autant de gens qui cherchent fait qu'ils trouvent plus de trucs, et il y a des joueurs qui sont signés dans des clubs qui ne passeraient pas chez nous, clairement. Bon, désolé, sans transition, on va parler d'un sujet qui est peut-être mais qui est aussi un peu finalement qui amène une forme de tension, alors qui est beaucoup moins grave d'une certaine façon. Mais la place des leaks, je parlais là aussi en préambule de cette émission, où je disais qu'on a 2 acteurs principaux du mercato, mais en fait 3, parce que maintenant le leak fait partie de la vie du mercato. Alors on entend plein de choses dessus. C'est utile, c'est inutile, ça nous handicape. D'un point de vue très personnel, peut-être pour lancer un peu la discussion, d'un point de vue très journalistique, pour moi ça fait partie de la vie d'un mercato, comme dans n'importe quelle autre discipline. Maintenant, je suppose que tu as la même posture à ce sujet-là. Faut voir ce que Clément et Nathan disent, parce que c'est plus eux qui seront contradicteurs. Peut-être surtout Clément qui subissent les conséquences, mais moi je pense que, comme toute discipline sportive, la médiatisation est importante, parce que c'est ça qui fait que toute la compétition peut exister. Et moi, ce que j'aime bien au final dans la couverture du mercato, c'est que c'est médiatisé pendant toute une période, et les gens peuvent avoir toute la chronologie du mercato. Et même si je pourrais vendre plein d'autres avantages, je pense, des leaks, ou même des avantages, je pense que moi, personnellement, mon rôle, c'est juste d'informer, tu vois, et de regrouper les gens autour d'un média d'information du mercato. Et oui, parfois ça en embête certains, surtout Cassé, pour pointer personne du doigt, mais je pense que c'est cool aussi pour d'autres structures qui sont peut-être moins connues. Là, par exemple, tu vois, on a plein de gens qui nous regardent, qui suivent sans doute beaucoup la LFL, mais ils ne vont pas suivre toutes les équipes en Allemagne, en Espagne ou quoi. Et alors, peut-être ils suivent Chippy Sport, et du coup, ils vont voir les infos de toutes les régions et tout. Et ça, je trouve ça cool. Ça permet de mettre un peu tout le monde en avant, un peu
médiatisé de la même manière, tu vois. Donc, Au-delà de pour, contre les ligues, parce que de toute façon, on ne se mettra pas d'accord là-dessus ce soir, à mon avis, ça a un vrai impact dans le déroulé d'un mercato, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les clubs. Les rumeurs qu'on entend parfois dans les médias, et assez spécifiquement chez Episport, parfois, c'est des choses qui vous font bouger vos plans, ou, en général, vous êtes quand même au courant avant. Parce qu'on peut quand même se poser de la question. Non, en général, je pense que c'est pareil pour toi. En général, moi, non, je suis au courant avant. Aussi parce que, faut le dire aussi, on parle avec les leakers. Donc, forcément, de toute façon, le métier d'agent on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à parler avec les leakers, soyons clairs là-dessus. La question, c'est qui parle pas aux leakers. Voilà. Mais non, de toute façon, le métier d'agent, et spécialement en période de mercato, c'est surtout beaucoup d'échanges d'informations. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. En général, on est vraiment au courant. J'ai pas vraiment d'exemple où des plans ont été changés parce qu'un leak a été sorti. Après, parfois, des leaks peuvent avoir une sorte d'influence sur une décision derrière. Mais ça va pas être le leak d'un deal qui est fait. Ça va plutôt être le fait de savoir que tel ou tel joueur a été considéré par une autre équipe ou est en train de try-out ou ce genre de choses. Ça peut avoir un impact sur la cote du joueur, par exemple. Alors ceux-là, je les aime pas justement. Pour revenir, est-ce qu'on aime les leaks ou pas? Fondamentalement, moi, tu vois, typiquement, de base, je suis un fan de foot. Les périodes de mercato où tu vois les 45 joueurs qui peuvent aller dans ton club, c'est le moment un peu cool. Donc moi, je comprends. La place d'un fan. Voilà. Donc pour le coup, je comprends et je pense même que c'est indispensable parce que ça crée de la hype à un moment où il se passe rien, etc. Donc moi, je suis pour le coup pas contre. Et je pense il y a tous les GM francophones sont dans le chat de Brieux quand ils streament pour voir un peu ce qui se passe et écouter un peu les réactions, etc. Parce que c'est un peu aussi un thermomètre. Mais justement, par rapport au foot, finalement, Brieux, il relève finalement ce qui est déjà fait, entre guillemets, plutôt que les 44 rumeurs foot mercato qui n'arriveront jamais. Oui. Donc c'est encore une chose à deux vitesses. C'est vrai. Il y a un truc quand ça sort, en général, 99,9% du temps, tu sais que c'est... Ouais, mais j'essaie de changer ça un peu plus en plus. Tu vois, par exemple, ce mercato, on parlait de Quid avant que ce soit fait, en disant il y a plusieurs équipes qui offrent et tout. Et petit à petit, j'espère me diriger plus ce qui se fait dans le sport. Mais ça, je trouve que c'est dans la bonne voie. Effectivement, surtout au début, quand tu t'étais lancé, tu l'avais mis même publiquement, qu'un modèle un peu du foot, c'était Fabrizio Romano, qui justement aussi ne fait pas que dire voilà, c'est fait. Évidemment, il a son Here We Go qui est légendaire, mais il parle quand même des choses avant que ça se fasse. Des discussions. Là où c'est un peu plus difficile à le faire quand même sur LoL, c'est que la scène est quand même beaucoup plus restreinte. Il y a moins de place, moins de clubs, moins de joueurs. Et effectivement, chaque discussion, chaque piste ou quoi peut effectivement quand même avoir un impact sur l'autre. C'est vrai que si du jour au lendemain tu te mets à dire voilà tous les joueurs qui sont en train de try out chez Carmine ou tous les joueurs qui sont considérés par telle ou telle équipe ou tout ça, ça peut avoir des impacts quand même. Ça aura probablement plus d'impact. Je ne sais pas si ça va être positif, négatif, honnêtement, ça peut aller dans tous les sens. Oui, ce sera une nouvelle ère un peu d'une certaine manière. Parce que... En fait, le truc, c'est que tu as le côté annonce trébuchante qui n'a pas été leak, elle a un côté quand même incroyable, surprise totale, qui fait très plaisir. Donc ça, mais ça existe aussi grâce au leak, d'une certaine manière. Ouais, non, même pas. Genre, tu vois, le Canas, je pense que... Oui, mais c'est aussi... Alors, si, justement, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que parce que tu le sors avant Chip, en l'occurrence, ça crée encore plus. Oui, c'est pour ça que je te dis, justement, le côté donc on est d'accord. Elle est plus sympa par le club que par le leaker, soyons honnêtes. Typiquement aussi, le CF de Reckless, c'est... on le dit, Kamel le dit en stream, je crois 1 minute 20 après que je lui ai donné le go. On avait réussi à le faire. Donc personne n'avait pu nous battre là-dessus. Et tu vois, ces moments-là, ils sont vraiment précieux. Donc là-dessus, ça vous. C'est lui qui l'a leak. Ces moments-là, vous nous les enlevez un peu avec le leak. Mais comme je disais, je comprends par rapport au truc. Par contre, moi, je suis désolé, mais ceux qui font des live tweets de try-out, etc., ça, c'est vraiment extrêmement désagréable de une. Ouais. Parce que, de une, on aime quand même bosser un peu dans le calme. Et déjà, ça te met dans un climat hyper de méfiance par rapport à tout ce qui t'entoure. Parce que typiquement, nous, nos try-out KCBS ont été vraiment live tweetés. C'est hyper désagréable parce que du coup, t'as les joueurs qui se regardent en chien de faïence de qui parlent. Nous, on les regarde déjà en disant on peut pas vraiment avoir confiance en vous si vous commencez déjà à dire ce qui se passe maintenant. Ouais. Et accessoirement, en plus, de temps en temps, ça te donne des c'est bon, ça va être fait, alors que c'est pas fait du tout. Il y a des moments où on parle juste à un gars et on lit sur Twitter que c'est déjà fait. Ouais. Donc
C'est un peu le brillet des débuts. Au début, il n'y avait pas la rigueur au moins de croiser les sources. Oui, c'est que tu as fait des petits un petit peu d'une certaine manière qui, eux, vont essayer d'avoir moi aussi, quand j'ai commencé, je disais un peu ce que j'entends, quoi. Et il disait n'importe quoi au début. Il disait... C'était horrible. Mais je pense aussi, ça c'est un autre désavantage d'être très médiatisé chez KC. C'est apparemment, moi j'ai beaucoup d'autres travail, on va dire, ces derniers jours. Et du coup, tout d'un coup, tu as d'autres gens qui vont leak KC Blue Star. Et je pense, c'est pas le cas pour toutes les équipes en Div 2. Donc je pense que c'est un désavantage. Mais moi, mon rêve un jour, c'est que l'e-sport soit assez big pour que je puisse leak. Genre, Nathan a envoyé un DM à Clément pour se renseigner sur le salaire de tel joueur. Et puis je dis le montant et tout. Là, je crois que ça va beaucoup les énerver. Là, c'est surtout qu'il y a au moins un des deux qui risque de plus te parler, là, si tu balances des trucs aussi précis. Je pense que si l'e-sport arrive à ce niveau de précision, dans le mercato, je pense que ce serait incroyable pour les fans. Ouais. Non, j'entends. Mais de toute façon, la différence avec le foot, c'est que dans le foot, t'as peu d'essais. Quand il y a des essais pour des joueurs... Oui, voilà, déjà, le joueur, il attend sur le tarmac, tu passes sa visite médicale, c'est plus facile. Non, mais moi, je disais par exemple tryout pour imager, mais franchement, ça peut être n'importe quel type de discussion. On saurait... Et ce serait le même principe que dans le foot, ça, pour le coup. Une réunion secrète. Oui, non, mais typiquement, le sujet qu'il a fait sur Queen ne m'a pas dérangé. Je le peux comprendre. Tu as fait sur Boutio aussi, je dis pas de bêtises aussi. Enfin, pour moi, ça, c'est des choses qui peuvent aller. De toute façon, j'ai une liste de joueurs. Enfin, il y avait une époque où un de tes confrères avait voulu leak notre mercato Valorant, typiquement. Désolé de faire un hors-sujet LOL. Mais moi, j'ai un head coach qui traille à peu près 50 joueurs. Vraiment, dire que ce joueur-là était dans votre tryout, ça n'a aucun intérêt pour personne, soyons honnêtes. Alors oui et non, dans le sens où les fans Carmine, en général, sont quand même très friands de ce genre de choses et d'être derrière dans la comparaison. Donc d'un point de vue journalistique, enfin en tout cas de mon point de vue, je suis obligé d'être un peu en désaccord. Pour moi, si tu es dans les premiers 50, aucun intérêt. Si tu arrives dans les 10 derniers, j'entends. Mais personne ne se souvient du numéro 412 sur Squid Game, quoi. Et c'est un peu ça mes tryouts VCT. Moi, ce que je ferais, c'est... Je ferai un article genre des 50. Là, je trouve ça plus pertinent. C'est vrai que choisir... Incroyable. Mais choisir un des 50, je peux un peu comprendre parce que du coup, tu pourrais te poser la question aussi pourquoi le journaliste il met celui-là en avant et pas les autres et tout. Je pense, mais ouais. Et puis après, par contre, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, je pense, de mon côté. Est-ce que voir un leak chez Wooloo m'a déjà fait changer de fusil d'épaule? Non, jamais. Pour le coup. Oui, pour en disant, ok, c'est sorti, vas-y, Non, en général, je te dis, en fait, je vais pas te dire, j'apprends jamais rien sur les leaks ou sur les streams, parce que de temps en temps, en fait, le truc, c'est qu'on est, y a des joueurs sur lesquels on se renseigne pas du tout, et tendance, ça m'arrive de voir passer un truc et de faire, ah, il est là, lui. Voilà, mais c'est juste, c'est parce que c'est pas des joueurs qu'on suit pour nous, et qu'on n'est pas non plus à épier chaque mouvement de chaque club. T'as eu de l'impact quand même, tu t'en parlais chez Jake justement, que c'est déjà arrivé d'avoir eu un impact sur un... Mais surtout à mes débuts, en fait je pense les leaks qui ont un impact fort et qui est mauvais, c'est surtout les leaks faux. Du coup, je sais pas si on peut appeler ça un leak, parce que... Oui, les erreurs, entre guillemets. Mais je pense que c'est surtout à mes débuts où j'ai eu pas mal de dramas comme ça, où je tweete quelque chose et en fait c'est pas très vrai, ou alors c'était vrai mais quelqu'un dit que c'est faux, et là ça peut avoir de l'impact, parce que après j'ai envie de dire, si tu fais bien ton travail, tu vérifies quand même une information dans un mercato, c'était une équipe, mais oui, si tu adaptes ton mouvement en fonction de l'information alors qu'en fait elle est fausse, ça peut mener à des mauvaises décisions. On va passer sur autre chose parce que l'horloge tourne, il nous reste quelques dizaines de minutes seulement, et il y a tout un bloc de mon fil que je n'irai jamais au bout. Mais bon, il y a plein d'autres sujets intéressants qu'on va peut-être essayer de passer peut-être un peu plus vite dessus. Le premier, on en a un petit peu parlé, c'est la place des Coréens. Voilà, on a l'impression qu'en tout cas avec tout ce qui est sorti ces dernières semaines, il y a un pari du Coréen qui est revenu un peu en force, peut-être un peu plus cette année encore, moi qui me fait penser à 2017 par là, où on avait déjà 9-10 Coréens en LEC. Comment l'expliquer et qu'est-ce qu'il faut interpréter de cette situation? Alors dans le cas de la Carmine, on sait qu'il y en a au moins un. Chez d'autres, peut-être à la Carmine, il y en a plus, mais vraiment, voilà, ça sera la deuxième nationalité la plus représentée selon les chiffres issus des ligues. Pourquoi? Les Coréens sont forts.
Ouais, c'est vraiment que ça. C'est le coréen, le niveau du coréen prend le dessus sur le niveau européen et c'est mieux d'avoir un coréen qu'un européen parce qu'on était revenu un peu de ça finalement. Et les deux équipes qui sont les meilleures de LEC l'année dernière, en fin de compte, elles n'ont aucun coréen. De fait. Non, c'est vrai qu'avec l'investissement qui a accompagné du coup la création des franchises, donc 2019, tout ça, on était un peu sorti de cette ère très très Corée. Il y avait vraiment cet espoir de développer pas mal de joueurs européens. Voilà. C'est vrai que peut-être, moi je pense qu'il y a eu quelques équipes qui n'ont pas complètement joué le jeu du développement de talent, qui ont plutôt juste misé sur effectivement le bon rookie du bon moment, mais en fait c'est pas que ça, développer un joueur, c'est pas juste dire voilà je recrute le joueur parce qu'il est bon et normalement si j'en ai 3-4 comme lui, ça va bien se passer. Il y a quand même un accompagnement de tout ça et du coup je pense que ces équipes-là sont un peu lassées de faire ce schéma-là et reviennent effectivement à des valeurs plus sûres que le rookie et le développement de talent derrière. Donc soit effectivement des joueurs LEC qui ont déjà beaucoup d'expérience et quand il n'y en a pas, ou qui ne sont pas disponibles, ou qui coûtent trop cher, c'est vrai que le coréen est une vraie valeur sûre. Quoi. Parce que, alors évidemment, et d'ailleurs tu le disais tout à l'heure, hein, il y a les Coréens et il y a Kana, c'est quand même deux choses différentes. Mais c'est vrai qu'en disons un niveau moyen, et il y a notamment quelques rumeurs de Coréens là, pour l'année prochaine en LEC, c'est vrai qu'on se dit, bon, normalement, il va être bon par rapport aux autres joueurs européens. C'est pas lui qui va complètement int l'équipe ou qui va l'amener à sa perte. À part s'il y a des énormes soucis de communication, d'intégration dans l'équipe, ça c'est toujours quelque chose. Mais ça relève pour moi de l'idée de valeur sûre, quoi. Un peu de valeur refuge quoi, pour les autres. Presque plus refuge. Il y a quand même quelques trucs qui me font peur personnellement quand on voit beaucoup de Coréens venir en Europe. C'est d'abord, ils ne parlent pas forcément la même langue et je pense que c'est un sacré désavantage sur un jeu d'équipe. Le deuxième aussi, c'est que on en parlait plutôt sur l'histoire de la LEC. On a vu rarement des Coréens qui restent à un top niveau plusieurs années. Si Canal fait, ce serait une première. Et puis, je ne sais plus quel est mon troisième point. Il y a l'intégration aussi. Tu parlais de la barrière de la langue. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais aussi, quelque chose que je pense est assez vrai, aussi, c'est qu'en Europe, on a plus en plus de Coréens qui n'ont pas réussi à trouver leur place en LCK. Du coup, moi, je me pose quand même cette question, est-ce qu'on a vraiment les meilleurs talents de Corée aussi qui vont permettre justement, ça c'est sûr. On n'a pas Par Kana. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même vraiment une différence. Moi, je fais un peu souvent cette analogie avec le foot aussi, parce que ça parle à un plus grand public aussi. Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que nous, de notre point de vue d'Européens sur LoL, on est un petit peu l'équivalent de la MLS, donc la Ligue américaine, dans le foot, quoi. On s'intéresse au sport, on est une région, on a des investisseurs, on veut faire les choses bien, et même on a pas mal de passionnés et tout. Mais le gratin, il est là-bas quand même. Dans le foot, c'est en Europe, sur LoL, c'est en Corée. Et donc effectivement, ceux qui vont venir chez nous, à part peut-être une fois de temps en temps, on va signer Lionel Messi parce qu'il est en fin de carrière, et donc on fait un immense buzz là-dessus. Et c'est pas du tout la situation de Kana, ne t'inquiète pas, c'est pas ce que je fais pas pris comme ça. Mais peut-être Faker, quand il aura 53 ans, voilà, ça c'est peut-être plus ça, qui sera peut-être une idée. C'est peut-être lui, mais tu ne sais pas. Mais sinon, à part ça, ce qu'on a finalement, ça va être des joueurs qui, voilà, si je reprends l'analogie du foot, vont être milieu de niveau Ligue 1 ou mieux même, je dirais. Donc ça va pas être les top joueurs de Corée non plus, mais pour autant, c'est des joueurs qui, comme dans le foot, ont peut-être une culture foot et donc ont développé un talent qu'ils ont depuis tout petit, peut-être plus longtemps que les joueurs américains, où ils ont plus ça dans le sang que là-bas. Et donc, au final, ça fait un niveau qui est un petit peu plus sûr. Voilà. Je trouve que pour les joueurs coréens sur LoL, c'est un peu ça que ça envoie. Qu'est-ce qui attire Alors, en fait, il y a des choses. Il y a le contexte et il y a effectivement le talent brut. Le contexte est qu'il y a eu énormément de promotions, parce que en fait, on est passé d'une logique d'investissement et de développement sur les 2019 jusqu'à 2022 à peu près, et les budgets depuis font que décroître.
Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de montées de rookies sur les 3 dernières années, et qui ont plus ou moins bien été accompagnés à l'occasion, qui ont plus ou moins donné satisfaction malgré la qualité de l'accompagnement pour certains. Et là, on est un peu dans un creux où, honnêtement, si tu regardais les joueurs à promouvoir cette année, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait un très très bon chez Mainter, chez toi, qui était chez nous, Mainter. Tu vois, typiquement, ça c'est vraiment normal qu'il ait pris ça une place au top. Après, comme je le disais, nous, dans le cas où potentiellement on souhaitait un départ de Vladi, il n'y avait pas de joueurs européens, sauf si j'arrivais à prendre Caps à G2, où je pouvais vraiment faire un upgrade. Donc dans ces cas-là, si jamais on voulait voir le départ de Vladi, il fallait qu'on regarde un peu plus loin, enfin partout dans le monde. Et après, pour répondre à la question de est-ce qu'on a les top joueurs coréens, généralement pas, effectivement, parce que souvent la première réponse si un joueur coréen a l'occasion d'avoir une bonne équipe coréenne, il va y rester. Et comme je le disais déjà, en plus, pour une raison simplement financière, parce qu'ils sont mieux payés là-bas qu'ici, il faut être rationnel. Et souvent, ça n'a pas été évoqué par mes compères, mais les Coréens qui ont été importés jusqu'ici, ça a été aussi souvent une solution de facilité financière, parce que c'était très souvent un très très bas salaire pour le coup. C'est toujours le cas ? Je ne connais pas tous les salaires l'année prochaine, mais en 2025, sur un article chez Pisport, la moyenne des salaires coréens est clairement en dessous de la moyenne. Il y en a un qui fait monter la moyenne, mais... On se demande lequel. Généralement, c'est une option assez peu chère pour des joueurs qui parfois ont plus d'expérience même que des rookies. Mais du coup, par rapport aux ambitions que peut avoir l'Europe au niveau international, est-ce que ce n'est pas un peu un aveu d'échec de se tourner vers des Coréens ? Oui. Alors, oui et non. Dans le sens où, typiquement, nous, on continue de vouloir développer la filière talent européenne. On a quand même double académie. Ça, pour le coup, on ne peut pas vous le reprocher. Personne nous dire qu'on n'essaye pas de développer des talents européens. Non. Ce serait, vous êtes à peu près les seuls, oui. ce serait un peu une honte. À l'instant T, est-ce que c'est un pas en arrière ? Je dirais peut-être et encore, parce que de toute façon, le truc, c'est que LoL reste quand même un jeu où il faut être fort à l'instant T, ce que fait très bien T1 tous les ans au moment des Worlds. Mais tu peux créer cette alchimie, tu as l'air de rien 1 an pour faire ton cheminement, créer ton alchimie et essayer d'être le plus performant au moment des Worlds. Et à l'heure actuelle, de temps en temps, effectivement, si tu vois pas un mec qui parle ta langue nativement, qui va te permettre d'atteindre des sommets, prendre un Coréen est pour moi pas un aveu d'échec, et pour moi un aveu de je veux être performant à chaque année, et je pense pas que surtout sur League of Legends, dire que c'est une vitalisation de vouloir être performant chaque année. Donc quand tu signes un joueur talentueux, tu signes un joueur talentueux, et il faut pas non plus s'arrêter au passeport. Moi, je pense que c'est un aveu d'échec dans le sens où c'est admettre que tu n'as pas de meilleure alternative européenne. C'est un échec régional, du coup, pas par club. Oui. Moi, je ne le vise pas à niveau de club, ce qui, je pense, n'aurait pas de... c'est pas la réponse que j'essaie de... Plutôt le long terme sur la région. C'est ça. Parce que c'est de se dire, on n'a pas réussi à le faire avec que des joueurs européens. Et tu vois, même cassés, ils se disent, en Europe, on ne peut pas faire d'upgrade. Tu vois. Donc je pense dans ce sens-là, c'est un peu dommage au niveau des talents que l'Europe arrive à produire aujourd'hui. Ça se répercute aussi sur les joueurs derrière, même eux dans la façon dont ils voient les choses. Parfois, ça décourage aussi de se dire je vais être bon, mais bon, les Coréens, au bout d'un moment, la bonne équipe, elle risque de prendre un Coréen. En Europe, c'est pas encore énormément le cas. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Les joueurs ont dans la tête que de toute façon, sur certaines positions, ils disent les top clubs en mid, j'ai surtout mid en tête, ils vont prendre un Coréen, parce qu'ils sont meilleurs que nous, c'est comme ça. Et donc ça, quelque part, ça te tire pas vers le haut, en tout cas. Alors je sais pas si ça tire vers le bas, mais en tout cas, ça te tire pas vers le haut. Je trouve que ça limite le développement de la région sur le long terme. Je suis d'accord, c'est un désavantage sur le long terme parce que, désolé de reprendre l'exemple, mais t'imagines qu'AC, ils prennent un mid européen, et ils ont bien fait de pas le faire, c'est pas mon point, mais en fait, ce sera peut-être moins fort, mais sur le long terme, tu développes un joueur peut-être... c'est une place en plus, un métier en plus d'un joueur qui joue au top niveau de la ligue, et sur le long terme, la région y gagne. Mais... Ça j'entends. Après, pour vous, peut-être que dans le cas où vous avez, qui est le vôtre, qui est avec 2 académies, là, à l'instant T, il n'y a pas un joueur. Mais peut-être qu'à long terme, pour le coup... Mais le truc, c'est que c'est pas un bon exemple, parce que c'est les seuls à avoir des académies. Mais du coup, c'est hyper symptomatique finalement d'un problème beaucoup plus large. C'est-à-dire que
même une équipe qui a 2 académies se retrouve dans cette situation. Et ça me fait me retourner vers toi, Nathan, parce que tu as tweeté, je ne vais pas lire les 2 tweets, mais il y a un tweet que tu as fait il y a quelques semaines quand Adam a expliqué qu'il n'aurait pas d'équipe en LEC pour la saison 2026, où tu disais que c'était assez symptomatique de la faillite de l'écosystème compétitif européen sur LoL. Ça rejoint un peu cette idée qu'aujourd'hui, l'écosystème est pas suffisamment développé, balisé, pour qu'on puisse intégrer, faire maturer, faire progresser des talents, qui fait qu'on va se tourner vers des solutions faciles, ou je crée des raccourcis un peu trop rapidement là. Bon, ça pouvait renvoyer à pas mal de choses différentes sur la scène en général, mais globalement, le principal problème pour un joueur dans la position comme Adam, comme celle dans laquelle était Adam à ce moment-là, c'est en fait surtout le manque d'opportunités sur le marché pour un joueur qui a déjà passé quelques étapes dans sa carrière. Autant voilà, le même Adam, mais sans le CV, alors qu'on pourrait se dire en plus il a accompli pas mal de trucs, le CV devrait quand même plutôt être un atout. Franchement, le même joueur sans le CV aujourd'hui aurait sûrement eu beaucoup plus d'opportunités. Mais là, il y a toujours ce côté, en mercato, il y a souvent ce côté du ouais, on l'a déjà vu, quoi. Et puis on veut pas non plus les restes des autres équipes, on veut pas. Ou alors repartir sur des joueurs qu'on a déjà eu chez nous, voilà. Donc au final, ça bouge beaucoup ça limite beaucoup les opportunités pour les joueurs sur le long terme. Et puis surtout, quand effectivement il n'y a pas la place en LEC, parce que ça se joue à rien, comme on disait tout à l'heure, il n'y a que quelques spots. Et bon, c'est vrai que c'était peut-être un peu limite pour lui cette année pour y être. Le gap avec les ERL en dessous est quand même très grand, quoi, en termes de perspective et puis de conditions aussi, forcément. Et au final, quand on y réfléchit au cas par cas, il ne va vraiment pas avoir beaucoup d'équipes capables d'accueillir un joueur comme ça, quoi. Il va y avoir des équipes qui, de toute façon, s'étaient intéressées à un joueur en particulier. Il y en a d'autres qui ont leur philosophie à eux et peut-être qu'un joueur va pas fit dedans. Vraiment, et plein d'autres équipes qui auront tout simplement pas les moyens quelque part parce que c'est un joueur qui a quand même un certain CV et qui a quand même quelques standards. Donc je pense que c'était surtout à ça que ça faisait référence. C'était qu'aujourd'hui, tout l'écosystème, en tout cas en dessous de la LEC, est quand même très fragilisé, quoi. Ouais, là, il y a vraiment eu un basculement qui s'est vu pendant ce mercato par rapport au salaire qu'on a pu proposer aux joueurs, aux projets qu'on leur propose. Ça concerne peut-être pas tout le monde, ça concerne peut-être pas la Carmine avec ses 2 académies, peut-être pas G2 qui en recrée une. Alors bon, on va voir ce que donne ce projet, mais globalement, il y a de quoi être inquiet. Alors déjà, il y a le niveau salaire, voilà, mais moi, c'est surtout le nombre de places, déjà. Ouais. Déjà, il faut savoir qu'on a fait tout le mercato sans Ligue espagnole. Alors, allez, il y a les académies des équipes espagnoles, LEC, qui sont restées quand même un petit peu actives parce qu'elles avaient bien voilà, derrière la tête qu'elles allaient quand même avoir une équipe en Ligue espagnole. Mais tout le reste de l'Espagne, quasiment, à quelques exceptions près, sont juste restés inactives encore jusqu'à maintenant. Hein. Voilà. Alors que la Ligue espagnole, depuis, disons, je sais pas, je vais dire 4-5 ans, c'est peut-être la 2e Ligue d'Europe, en dessous de la LEC. Il y a la Ligue française qui est quand même plutôt la meilleure. Et après, il y a la Ligue espagnole, Ligue allemande, c'est vraiment, voilà, c'est un peu le top 3 des ERL, quoi. Et puis, il y a aussi la Turquie. Oui, il y a aussi la Turquie. Il n'y a qu'une équipe qui a fait son mercato. Oui, voilà, qui sont aussi sur une situation. C'est du jamais vu, non? C'est jamais arrivé. D'expérience, là. Ouais, souvent, la Turquie, pour pas mal de joueurs européens et coréens, c'est un peu ses dernières opportunités pour avoir un bon salaire. Ouais. Là, ces places, elles n'existent même plus. Donc, je suis assez d'accord avec Nathan sur ce point-là. Il y a de moins en moins de places. Même, tu vois, tu as Adam, tu vas à l'OLCS, il y a 8 équipes, tu vois, c'est beaucoup moins d'opportunités et de places pour les joueurs. À la limite, je trouve ça plus inquiétant que la baisse des salaires. Et même en France et en Allemagne, où ça va être les 2 plus grosses ligues cette année, en Allemagne, là, ça s'est décidé assez tard quelles allaient être les dernières équipes de la Ligue.
Il y en a certaines, on a attendu très longtemps pour savoir qui allait être la structure à qui parler finalement. Ouais. Il y a 6 équipes qui étaient assez bien définies, mais sur les 4 dernières, c'était pas sûr. En LFL, on part sur un format winter assez inédit, où là aussi, on n'était pas très très sûr de qui allait être dans cette... inédit, ça va, je suis resté... Ça va. Voilà, où là aussi on n'était pas sûr de qui allaient être les structures à qui parler. Ça aussi d'ailleurs, ça a été une grosse difficulté cette année. Ça a été de parler à des équipes, mais qui finalement, donc elles étaient intéressées pour des joueurs, elles voulaient en recruter, mais elles ne savaient même pas exactement forcément ce qu'elles allaient faire cette année en fait. Elles ne savaient pas alors à peu près dans quelle ligue elles allaient être, mais c'était pas sûr. À quoi la ligue allait ressembler, ça, c'était pas sûr du tout. Donc voilà, c'était... Ouais, on était vraiment dans le flou cette année. Oui, c'est pas très encourageant globalement. J'ai envie de dire, on parlait des Coréens qui prennent la place entre guillemets de potentiels joueurs européens. Quels joueurs européens vont vouloir s'investir dans l'e-sport aujourd'hui pour reprendre la place des Coréens? On risque d'avoir, c'est ça, en l'état du moins, assez peu de... C'est ça le truc un peu, c'est qu'évidemment, bon, si tu es le meilleur joueur d'Europe, les opportunités, tu vas les avoir. Enfin, si tu as vraiment le talent, si tu es le talent générationnel, oui, ton chemin, il va se faire, quoi. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à la situation moyenne du joueur pro, qui est un peu plus élégant que le joueur moyen, disons, mais bon, c'est la même idée. Aujourd'hui, donc pour le joueur moyen, si je reste inélégant, c'est assez difficile de se projeter. Et puis surtout, déjà, ça fait un petit peu moins rêver déjà, bon, pour la partie financière, parce qu'effectivement, les perspectives, si ce joueur-là est voué à rester en LFL de nombreuses années, parce que malheureusement, il ne va peut-être pas passer la marche supérieure pour aller en LEC, finalement, c'est beaucoup moins attrayant que ce que ça pouvait être il y a encore quelques années de ça. Et puis surtout, aujourd'hui, en fait, il est vraiment dans le flou. En fait, il peut même pas se projeter sur à quoi ça va ressembler effectivement l'année prochaine. Ou quoi. Souvent, on parle de très jeunes joueurs qui sont quand même généralement en début de carrière. Nous, on parle beaucoup aux familles, je sais que les équipes aussi, il y a souvent ce besoin de rassurer sur dans quoi on les embarque quelque part. Aujourd'hui, cette année, honnêtement, c'est difficile de dire à beaucoup de familles de joueurs oui, là, il est sur la voie royale pour être en LEC dans quelques années. C'est comme ça, parce qu'effectivement, déjà cette année, on ne sait pas où il va être, quoi. Même s'il est dans une équipe, on ne sait pas où il va être. Voilà. Ça correspond à l'expérience que vous pouvez avoir à la Carmine pour les 2 académies ou... Alors, la Ligue turque et la Ligue espagnole, pas spécialement. Oui, si on le voit, enfin nous on le voit, qu'est-ce qu'on voit? En Div 2, on est resté sur nos clous, mais après c'est vraiment un projet de développement, et on le vend comme ça, on ne jette pas de poudre aux yeux de qui que ce soit. On est aussi présent justement avec les parents. Typiquement, on avait Mathis l'année dernière qui était au lycée, et donc... on avait adapté tous les entraînements pour ça, etc. On avait Azel aussi, d'ailleurs, qui était à l'école. Donc, c'est un projet de développement qui espère voir un e-sport études bien fait en France, un de ces 4, pour qu'on puisse le faire dignement. Mais ça, oui. Par contre, les FL, on a pris un peu la température avec tout le monde, mais quand on voit qu'on passe à 8, 8 plus 2, mais il n'y a plus que 8 résidents, donc ça change vraiment quelque chose. Les salaires, finalement, vous n'y êtes pas en LFL, enfin, on ne sait pas où vous êtes, quoi. Bon, on prend des vacances en Allemagne pendant un split, ça c'est officiel. Donc on envoie les petits en colonie d'hiver, et après on reviendra reprendre ce qui est à nous. En Allemagne, c'est vache quand même. C'est magnifique Berlin. Mais je crois qu'on est, je sais plus, si on a 5 ou 6 finales de LFL d'affilée, donc on a un royaume à garder quand même. Mais ouais, moi j'ai vu que les demandes d'agents typiquement étaient bien moindres par rapport aux années d'avant. Il y a ça aussi. Enfin, sur certains profils, on n'est pas maintenant qu'on n'est plus que c'est plus notre équipe principale en LFL, on n'est pas spécialement bon payeur. Tandis qu'avant, on était vraiment un des gros budgets de LFL parce que c'était notre fer de lance. Là maintenant, on a un budget, je pense, à peu près moyen, je dirais. Et effectivement, c'est plus facile de se battre qu'avant avec un budget moyen, quoi. Après, nous, le truc, c'est qu'en LFL, on a un peu nos idées arrêtées, on est assez créatifs, saugrenus, comme je disais tout à l'heure, parfois. Mais
Mais je suis content de ce qu'on fait et on essaie toujours de développer ce qui remplacera nos Coréens à un moment ou à un autre. Pour conclure, parce qu'on approche vraiment de la fin de l'émission, j'ai envie de te poser la dernière question, Brieux, de manière un peu large, parce que tu es un observateur finalement, je ne vais pas dire omniscient, ce serait peut-être un peu exagéré, mais du mercato, mais je vais dire, je pense que de nous quatre, tu es celui qui voit le plus de choses globalement. Puisque tu parles un peu. Allez, on lui laisse. Je pense qu'on peut te le laisser. Est-ce que comment tu juges ce mercato? Alors, il n'est pas tout à fait terminé au niveau des ERL, il l'est au niveau du LEC. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir vu un mercato, une période, là, ces dernières semaines, inquiétante, entre guillemets, pour l'Europe et son développement, pour le niveau de l'Europe en général à l'international, ou pas spécialement par rapport à l'expérience que tu as pu avoir de cette période de mercato les années Ouais, ce qui m'inquiète un peu, c'est pour répondre spécifiquement sur l'Europe à l'international, c'est que vu que les budgets baissent, c'est très difficile d'avoir tous les bons joueurs dans une même équipe. Je l'ai encore plus vu en Amérique du Nord, ce mercato. Et ça, je pense, c'est un gros frein par rapport aux possibilités de l'Europe à l'inter, tu vois. Et parce que justement, tu ne peux pas forcément faire des équipes avec les meilleurs joueurs. Et puis aussi, pour tourner sur le sujet à niveau plus amateur, tu as moins en moins de place et tout dans l'e-sport. Et je pense que ça coûte beaucoup d'opportunités, même pour des jeunes. J'ai entendu des situations où tu essaies de convaincre un jeune joueur d'aller à une carrière e-sport. Les parents, ils entendent que l'équipe, c'est 300 € par mois dans certaines ERL. Parfois, c'est même gratuit, certaines ERL. Bah, tu vas dire non, alors qu'il y a 4 ans, on te proposait 2000, les parents sont pas vas-y, tu vois. Donc, je pense, comparé à la Corée, ça pourrait peut-être élargir encore plus le gap, on va dire, parce qu'en Corée, le système académique, il est très, très profond et les opportunités aussi. Donc, ça permet d'avoir plus de talent à venir. Et donc, ça, je trouve ça m'inquiète un peu, parce que moi, j'ai vraiment envie que l'Europe gagne les Worlds un jour. C'est mon rêve en tant que... Je suis aussi fan, donc je trouve ça un peu inquiétant. C'est un rêve qu'on partage, je pense, tous à peu près ici. La raison de la création du club. Oui. Moi, je suis juste pas d'accord sur un truc. Je pense qu'avoir tous les meilleurs joueurs au même endroit, c'est une très très mauvaise chose pour une région. Parce que, en fait, sinon, tu es tout seul dans ton jardin et tu te vois souvent plus beau que tu ne l'es. Et tu te fais tarter. Moi, tu l'as connu avec l'Olympique Lyonnais, par exemple. Mais non, mais sinon, si tu fais un compare au foot, le PSG, c'est pas leur plus belle équipe qui a gagné la Ligue des Champions, c'est celle la mieux construite au final, et la mieux coachée. Mais je pense que c'est un peu pareil en Europe. Moi, tu vois, je ne souhaite pas qu'on ait 5 joueurs ultra dominants par rapport au reste de l'Europe à chaque poste. Je pense qu'il faut que G2, Koi et les autres et nous, on soit à un niveau qui se pousse vers le haut à chercher. Là, moi, je trouve ça, même si je suis hyper déçu de notre fin d'année 2025, c'est évident. Je trouve ça super bien qu'il y ait eu 3 vainqueurs différents de LEC l'année dernière, parce que j'aurais préféré qu'on ne soit pas le même ordre, évidemment, mais je trouve ça super bien. Ça veut dire que la région est quand même compétitive entre elles, et que si on continue de se tirer à la bourre, je pense que c'est ça qui permettra de finir par être compétitif à un moment. Il faudrait aussi des meilleurs formats, si on peut jeter, parce que c'est facile de taper sur les clubs. Arrête de changer tous les ans, aussi, ça serait bien. Ouais, mais on est l'équipe qui a le plus joué en Europe, l'air de rien, l'année dernière. On était à 50 matchs de moins que les... Il va nous falloir 1 heure de plus, finalement. On peut repartir, là, si vous voulez. Si on me lance sur les formats, il va falloir du temps. Mais enfin, je jette une bouteille à la mer comme ça, je le redis. On joue 1000 fois moins que les Coréens et les Chinois. Donc il y a ça aussi, l'air de rien. L'expérience forge les hommes. Ce que je veux répondre à Clément, c'est que je ne parle pas forcément de... Le fait qu'il y ait moins d'argent, ça empêche de faire des super teams. Je pense que ça empêche aussi de faire des équipes avec des joueurs qui font sens, qui jouent ensemble, parce que durant le mercato, on voit beaucoup de moves qui n'arrivent pas à se faire parce que les équipes n'arrivent pas à débloquer les buyouts et tout nécessaire. Et je trouve que ça rend les mercatos moins flexibles également. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus difficile de faire... T'as moins d'échanges libres, j'ai envie de dire. Quand t'as moins de moyens, tu peux moins lutter. C'est ça. Il y a beaucoup d'exemples cette année et même l'année passée avec G2, j'ai envie de dire, où certaines équipes n'ont pas réussi à avoir les rosters qu'ils voulaient, même si ce n'était pas des super teams, des 5 meilleurs joueurs. Donc je pense quand même que c'est un debuff. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette heure et demie d'échange. Il restait plein de trucs, mais bon, on va pas trop. Et puis, on part sur les formats, on n'en a pas terminé. Merci à tous les trois d'être venus. C'était une discussion très intéressante autour du mercato. J'espère qu'on a pu en éclairer certains sur certains points
et donner un avis, pertinent. J'aimerais saluer Laure également, qui aurait dû être avec nous, qui aurait pu amener aussi un regard évidemment pertinent sur la question. On lui souhaite évidemment de guérir le plus rapidement possible. Elle est tombée malade après ce week-end de TFT. Voilà, c'est la dernière émission de l'année. La dernière fois qu'on avait fini une année, il a fallu attendre 4 ans pour refaire des émissions. J'espère que cette fois, on attendra un petit peu moins longtemps pour en refaire, parce que je pense que ça apporte quelque chose et j'espère qu'on pourra continuer. Je tenais à remercier Corentin Parbeau et Lucas Jacques qui m'ont aidé à la préparation de cette émission, Gozulting à la production et tous les gens de l'équipe aussi derrière qui m'ont aidé dans ce projet de cette année de résurrection, on va dire, de l'équipe e-sport dans cette année 2025. Et bien évidemment, notre partenaire sur cette année, le CIC, qui a permis, grâce à eux, on a pu faire cette renaissance de l'équipe e-sport et ces 4 émissions qui ont, je crois, amené quelque chose à chaque fois à l'écosystème e-sport. J'espère juste qu'on pourra continuer de le faire l'année prochaine. Voilà, merci encore à vous d'être venu, peut-être à l'année prochaine ou à dans 4 ans, peut-être. Dans 4 ans. D'ici là, Clément, tu seras peut-être host de cette émission à nouveau. Pour conclure, on va vous passer, comme à chaque émission depuis le début de l'année, une bande-annonce d'une vidéo qu'on fait dans le cadre de ce partenariat avec le CIC, les CIC eSport Makers Stories. Alors, celle-là, elle est un peu particulière. La dernière fois, on avait parlé de Fortnite et de pourquoi Fortnite n'est pas devenu l'e-sport qu'il aurait dû être. On a pris quelque chose que je trouve assez similaire, une approche assez similaire sur un sujet un peu différent. Où situer Faker dans la hiérarchie du sport mondial ? On se pose la question, on essaye de la poser en tout cas. Il a été titré une 6e fois il y a quelques semaines au Worlds de League of Legends. Je pense qu'on est tous d'accord et je pense qu'on pourrait prendre des gens d'autres jeux, à part TPK peut-être, et tout le monde sera à peu près d'accord pour dire que Faker est le plus grand de l'e-sport. Donc la question qu'on a essayé de poser et de se poser à l'équipe, c'est où le situer à l'échelle du sport mondial. Je vous laisse avec cette bande-annonce. La vidéo globale sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'équipe. Cette émission en replay également dans quelques heures, peut-être demain. Merci à vous, à nouveau, d'avoir suivi l'équipe e-sport pendant cette année. Passez de très bonnes fêtes et je l'espère, rendez-vous en 2026. Ciao, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui est le plus grand sportif de tous les temps ? C'est presque impossible de répondre à cette question. Les sensibilités diffèrent, les époques, les disciplines ne peuvent se confondre et les candidats se bousculent. On peut citer Michael Jordan, Mohamed Ali, Usain Bolt, Serena Williams, Michael Phelps, Simone Biles, bien d'autres encore. Tous sont des candidats sérieux, tous sont des réponses valables. Cette question, elle est d'autant plus insoluble que dans beaucoup de sports, elle n'a même pas été réglée en interne. Messi ou Ronaldo ? Federer, Nadal ou Djokovic ? On a là des débats qui ne seront sans doute jamais réglés. Mais dans l'e-sport, cette question ne se pose plus depuis presque 10 ans déjà. En 2016, le Sud-Coréen Faker s'imposait comme le plus grand joueur de l'histoire, tous jeux confondus, en remportant alors un 3e titre mondial sur League of Legends. Certes, il y a eu quelques protestations ici et là, mais la réponse était déjà ultra admise par la majorité des suiveurs de la discipline. Le truc, c'est qu'il a continué de gagner. En novembre dernier, Faker a remporté un 6e titre mondial sur son jeu, le plus populaire de la discipline, réglant à nouveau une question qui n'a franchement plus de réponse alternative crédible depuis un bon moment. De fait, une autre question est née. Où situer Faker ? Où situer Faker aux côtés des légendes du sport dit traditionnel ? Chaque saison, à mesure que son palmarès grossit, la réflexion gagne en légitimité. À l'échelle nationale d'ailleurs, en Corée du Sud, Faker est l'une des plus grandes stars du pays, de celles qu'on voit sur les panneaux publicitaires et qui se font reconnaître partout dans la rue. Les Worlds de League of Legends, ce sont des dizaines de millions de suiveurs à travers le monde tous les ans. Le nom de Faker parle donc à énormément de gens partout. Entre ça et son immense palmarès, ses performances sportives, on peut donc déjà le situer au-dessus de stars nationales ou de sportifs issus de sports mineurs avec une faible exposition médiatique en dehors des Jeux Olympiques. Alors est-ce qu'on doit vraiment le situer au niveau d'un Messi, mais aussi d'un Jordan, à qui il est souvent comparé en termes de profil, d'un Federer, d'une Serena Williams, d'une Biles, d'un Schumacher ? Est-ce qu'il doit être placé dans ce groupe-là ? D'un côté, Faker coche beaucoup de cases. De l'autre, le manque de reconnaissance de l'e-sport comme une discipline légitime par le grand public empêche de lui accorder une reconnaissance qu'il mérite sans doute pourtant.
Il faudra sans doute simplement du temps.